Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais et je reçois encore une fois, une fois n'est pas coutume, mais si, une entrepreneur absolument stratosphérique. On va voir ça ensemble, c'est Emmanuelle Bessez. Salut Emmanuelle. Salut Patrick, bonjour tout le monde. Ouais, je suis ravi de te recevoir ici. On va commencer tout de suite par ta petite présentation que je fais traditionnellement en me reposant sur ce que je découvre de toi sur LinkedIn, hein, puisque en ce moment on est tous à fond sur la marque personnelle, savoir se décrire sur ce réseau social professionnel. Et alors toi, en ce qui te concerne, il y a quelque chose qui est assez iconoclaste, c'est que tu as un parcours d'études, je dirais académique, mais totalement dantesque, parce que si je me trompe pas, tu as fait 2 bac+2, un bac+4 et 2 bac+5. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Tu nous raconteras ça m'intéresse de savoir comment on fait pour avoir la bosse des études comme ça. Et puis après, tu as enchaîné. Alors toi, tu as une caractéristique qui me plaît bien d'ailleurs, que j'ai vécu moi-même, c'est que en gros, t'es pas passé par la case salarié CDI. Toi, t'es parti tout de suite dans la création de tes entreprises. Et en fait, depuis toutes ces années, tu évolues dans le monde de la QVT. Alors, à la limite, je vais pas dire ce que c'est. Les gens, ils chercheront avec ChatGPT ou tu vas nous le raconter juste après. Et tu es actuellement dirigeante d'un cabinet qui s'appelle Wunjo et qui est donc spécialisé sur ces activités de QVT. Emmanuel, est-ce que je suis à peu près bon? T'es au top. Ça veut dire que Bon. mon profil LinkedIn n'est pas si mal que ça. Écoute, il est pas mal. Et puis pour ceux qui, bon, je le montre pas à l'image, mais tu as fait les choses comme il faut parce que tu as une très belle bannière, hein, sur LinkedIn. Ce qui est important, c'est aussi de présenter son profil avec la fameuse bannière. Et tu as une très belle bannière. Je peux le lire à l'écran d'ailleurs. La bannière dit la magie de la bienveillance et d'en faire naître partout sur son passage. Donc ça, c'est quand même une sacrée bannière. Elle porte un message fort, cette bannière, oui. Elle porte un message fort. Alors justement, Emmanuel, ce que je te propose, c'est peut-être de ce fameux exercice de style qu'on a toujours dans les podcasts. C'est et toi alors, comment tu vas te présenter de ton propre chef? Tu veux une présentation conventionnelle ou Alors là, je ne te dis pas. Le but du jeu, c'est que justement, tu te présentes comme toi tu te perçois et comme tu en as envie. Yes. C'est ça le c'est ça le truc. Mais merci de m'offrir cette liberté. Au contraire, c'est chouette. Ce qui me vient là tout de suite, c'est de dire que simplement, je suis une humaine qui est au service des humains. Et que la voie que j'ai choisie pour me mettre au service des humains, c'est d'entreprendre, plus exactement d'entredonner. Peut-être que si tu as vu ça sur mon profil LinkedIn. Oui, voilà. Oui, tout à fait. En tout cas, une sacrée punchline, ça aussi. Tout à fait. Yes. Et puis je pourrais t'expliquer si tu veux pourquoi j'utilise cette expression. Mais en tout cas, voilà, moi j'existe et je veux continuer d'exister et j'œuvre chaque jour pour aider mon prochain, pour aider les personnes qui m'entourent, pour faire profiter à mon petit écosystème avec lequel je suis en relation de mes convictions, de mon énergie, de mes croyances qui sont respectueuses du bien commun, respectueuses de la nature humaine. Donc je suis au service de l'humain et après ça prend des formes diverses et variées et aujourd'hui en tout cas c'est le sujet de la qualité de vie au travail qui m'importe particulièrement. Ah, ça y est, tu nous as dévoilé le truc, la QVT. Exact. Yes.
Et ça, c'est d'ailleurs, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Toi, donc, je l'ai dit dans la présentation, tu as fait des études. On peut parler de ça peut-être pour commencer, hein, on va parler du début. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à cumuler? Ouais, c'est ça, c'est presque du cumul de mandats, tu sais. Tu te fais hop, un DUG, un IUT, hein, c'est ça, un DUG, un IUT, un bac plus 4, deux bac plus 5. Mais tout ça, c'est dans quelle matière, quelle science, quelle formation tu fais ça? Bah, en fait, déjà à la base, je me suis dit que c'était important de faire des études parce que cette croyance, elle était ancrée en moi par mon D'accord. éducation, par mes parents. Ah, c'est ça, c'était poussé ta famille, Je ouais. suis fille de deux profs, hein, pas Ah de oui, un, d'accord, mais de deux. Donc, étant fille de prof, nécessairement, les études et le fait de faire des études, c'est extrêmement important et c'est tout tout à à fait fait. valorisé, voilà, dans le microcosme familial. Donc, il y a à l'intérieur de moi cette idée que quand on fait des études, alors on a de la valeur dans la vie. Tu vois, J'ai connu ça aussi, je te rassure. le raccourci un peu rapide. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est très drôle parce qu'en tant qu'employeuse, je ne recrute absolument pas sur diplôme. Donc, j'ai un peu, je fais un petit peu ma rebelle, en tout cas, par rapport à, On va bien s'entendre sur ces sujets-là. voilà, cette croyance éducative. En tout cas, je l'ai bouleversée. Mais à l'âge où, en tout cas, où moi, j'ai eu mon bac à 16 ans, donc j'étais quand même très jeune. Oui, puis J'avais t'étais l'impression, précoce là, hein? ouais, un petit peu. Bac à 16 ans, c'est pas mal. T'as eu genre une mention, un truc? On peut changer de sujet? Ouais, j'étais première de la classe, j'étais une très très bonne élève, oui bien sûr. Mais profondément, au-delà du fait qu'il y avait cette injonction éducative, hein, quelque part, de faire des études et en dessous de bac plus 5, tu vaux rien, tu auras jamais de travail, tu auras jamais une bonne paye, tu seras jamais personne dans la société. Il y avait quand même profondément à l'intérieur de moi un goût très fort pour l'apprentissage, qui est un point commun qu'on a tous les deux, tu vois. Mmh mh. Et qui ne m'a pas quitté, ça par contre. L'idée d'apprendre et en fait, si j'étais honnête, je passerais ma vie en Oui, formation. c'est ça, tu as une curiosité insatiable, quoi, c'est voilà. Insatiable. Ouais. J'adorais lire, assister à des conférences, discuter avec des gens qui ont des points de vue très ancrés et qui sont hyper variés. J'aimerais être en études tout le temps. Je crois que Mmh mh. sur mon lit de mort, la seule chose que je regretterais, c'est de pas avoir fait une thèse et de pas être une Ouais, c'est ça, de faire de la recherche, ouais. PhD. Et c'est ça. Et du coup, comme ce rêve-là, je pense jamais pouvoir l'atteindre. J'utilise des voies détournées et l'entrepreneuriat est une voie détournée pour moi pour faire de la recherche et du développement, pour apprendre chaque jour au Mmh, contact mmh de mh. mes collègues, au contact de mes prestataires, de mes clients, au contact du monde, hein, finalement. Ouais, 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 tout à J'apprends fait. des autres et puis je prends un peu de temps pour faire de la veille quand même. Mais Et voilà, alors en toi, tout cas, quand tu étais jeune comme ça, donc 16 ans, déjà le bac à 16 ans, tout ça, donc c'est clairement très précoce. C'était il y a quelques années de ça, maintenant c'est un peu différent, mais à l'époque, entre guillemets, toi, tu te sentais comment? Tu étais juste comme ça et puis c'est tout? Ou, tu avais un encadrement ou tu avais un accompagnement par rapport à cette maturité peut-être, qui est différente? Je sais que, quand on est dans ces situations-là, il y a des soucis d'exclusion, des soucis de reconnaissance sociale avec le groupe, hein, parce qu'on n'est pas, on n'est jamais à la bonne place, je dirais, je dirais. tu, C'est un peu, tu un m'avais peu le sujet. prévenu que je serais presque sur un divan pendant les 90 minutes qui nous attendent. C'est parti. Patrick, c'est parti. C'est exactement ça. En fait, tu touches très, très juste. J'avais pas du tout d'accompagnement et j'étais très seule. En fait, c'est dès le CE2 que j'ai sauté une classe et j'avais un an de moins que tout le monde d'un point de vue, tu vois, C'est calendaire, hein, ça. natif Ouais, de la ouais. fin de l'année. Bon. Et en fait, non, moi, j'ai toujours été toute seule. J'étais Eh ouais. toujours seule à l'école, seule au premier rang, seule le bras levé, connaissant la réponse, seule dans la cour, seule à la cantine. Je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi sensible à toutes les questions d'inclusion et que j'en ai fait une grande part de mon métier et de ma façon d'être entrepreneur, d'embaucher des personnes qui sont éloignées du monde de l'emploi, d'apprécier profondément la diversité, de lutter contre l'isolement. Enfin, ça, c'est des choses qui me touche fort parce que c'est mon Bien histoire sûr. personnelle justement quoi. C'est ce que toi, tu as vécu, ouais, c'est ça. Exact. Ouais, et puis, alors c'est ceci expliquant cela, c'est sûrement pour ces raisons-là que tu as enchaîné les disciplines, c'est-à-dire un DUG, un DUT, après un bac plus 4, après encore d'autres disciplines. Je crois que tu as commencé par la psychologie, c'est ça? Oui, en fait, j'ai commencé par la psycho parce que la seule maturité dont je faisais preuve à l'âge de 16 ans, c'était d'être très claire sur le fait que je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas comment fonctionnaient les humains et j'avais envie Mmh de mh. mieux comprendre les relations humaines.
Je savais que je voudrais faire un métier en lien avec l'autre parce que j'ai toujours été quelqu'un de très sociable et très Mmh. serviable, voilà. Mais je savais pas vraiment quelle forme ça pourrait prendre. Et donc je me suis dit bon bah déjà la première chose c'est que j'ai 2 ans de moins que tout le monde, je sais pas trop ce que c'est la vie. Bon bah je vais aller faire psycho. Ouais, c'est Et ça. puis rapidement je me suis rendu compte que c'était pas la psycho pour la psycho qui m'intéressait. C'était la psycho pour la mettre au service de quelque chose. Et c'est pour C'est ça que vrai j'ai que je fait. je suis en train d'essayer de me projeter, je me dis: «Waouh, OK, psycho, donc c'est à l'université, enfin, c'est en université, donc ça, c'est juste après le bac, tu as le bac à 16 ans, donc tu débarques dans une université, toi, tu as 16 ans, tous les autres, bah, ils ont 18-19, hein, pour ceux qui ont C'est redoublé, ça. donc ça doit faire effectivement là, pour le coup, ça se voit peut-être un peu moins quand tu es dans les petites classes, mais là, quand tu débarques comme ça dans les grandes études, dans les études supérieures, où ce décalage-là, il se voit plus et il se ressent plus. Là, ça doit Oui. être, compliqué, Oui, ouais. puis en plus moi je suis un petit gabarit en taille. Ça se voit pas à la caméra là. Non, non, c'est ça, mais je te le livre. Et en plus, bon là, j'ai quand même pris un bon coup de vieux ces dernières années, mais techniquement, on me donne rarement mon âge. Et donc, oui, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, enfin, je fais bébé. Mais d'ailleurs, même plus tard, quand je vais créer ma première boîte à C'est 23 ans, vrai? ah bah, c'est terrible. Enfin, les prospects, ils me disaient, et donc, c'est l'entreprise de ton papa? Non, c'est ma boîte, Heu, en fait. Mais ça fait combien de temps que tu es en stage dans cette entreprise? ah Non, ouais. c'est ma Ah boîte. oui, toi Oui, tu as parce eu ça, ouais, tu as dû avoir ça par brassée entière, quoi. ben, à 23. Ouais, ouais. Ça se ça se voit pas, ça se voit pas. Tu es toute rayonnante. Tu Yes, fais pas ton âge, clairement. merci. 44. Yes. Oh, il faut pas le dire! Au contraire, je suis à l'aise et il y a plein de personnes qui ont du mal à Avec assumer ça, le avec fait de. l'âge, avec, Exactement. ouais, Et en fait, moi, j'ai rêvé toute ma vie d'avoir 50 ans. ouais, Parce ouais. qu'à Yes. 50 ans, au moins, on arrête de te regarder, de te dévisager, de te dévaloriser. Ouais, ouais. Parce encore dans l'esprit de beaucoup de personnes, jeunesse égale incompétence égale, Yes. voilà, crédibilité zéro. Moi, je me suis battue toute ma vie contre ça, oui. Alors finalement, toi, tu vas, j'essaie de me projeter un tout petit peu. Finalement, quand tu finis comme ça un premier diplôme, t'enchaînes avec un autre parce qu'en fait, tu as encore envie d'apprendre des choses, c'est ça? Tu es encore jeune et tu te dis: «Bon, bah, allez, maintenant que j'ai fait ça, je fais psycho, maintenant je vais faire autre chose» et cetera. Jusqu'à faire l'école de commerce. Je crois que tu as fait aussi une école de commerce, C'est ça, l'ISEG. c'est ça. Donc en fait, ouais, c'est ça, tu enchaînes, les diplômes, les formations, pour un peu parce que, aussi tu as le temps, tu as à la limite 2 ans d'avance. Là, pour le coup, c'est un avantage. C'est cool. Ouais, et paradoxalement, j'ai pas du tout envie de perdre mon avance, tu vois. Quand j'ai mon doc de psycho, je me dis, OK, psycho, c'est super intéressant, mais je me vois pas psychologue et avoir bac plus Yes. 6, là, je suis pas sûre que ça va m'intéresser demain. Mmh, OK, mmh, j'ai mmh. envie de mettre, en fait, cette appétence pour les sciences humaines et ces bases que tu acquiers en DUG, hein, parce que ça reste qu'un DUG. J'ai envie de mettre ça au service de quelque chose. Et c'est là où D'accord. je découvre l'univers de la communication. Et où je me rends compte que finalement, la communication, oui, c'est une discipline que je vais Mmh aller mh. étudier, très bien, je vais faire un DUT de com après, mais qu'en Mmh fait, la mh, mmh. communication, c'est avant tout une compétence comportementale. Et que sans communication, on peut pas avoir de relation tout court et on peut pas avoir de relation saine encore moins. Je souris comme un idiot Oui, avec je les vois ave bien. jusque parce que moi j'ai fait quoi? J'ai fait un diplôme d'ingénieur maître en IUP à Paris 13, le l'UFR de communication. Donc j'ai fait ça. J'ai fait exactement, un parcours d'études dans la communication. Donc, Yes, yes. effectivement, c'est pas seulement la communication d'entreprise. Bon après je vais dériver sur le marketing et autres, mais c'est ce que tu dis, c'est la communication aussi, sociale, la communication, des personnes, avec, voilà, le canal de récepteur, et puis, Exactement. voilà, c'est tous ces Exactement. sujets-là. Donc pour moi, il y a la connaissance de l'humain, il y a cette capacité à être en relation, à communiquer, à faire passer des messages, à être entendu, à capter ce qui se passe pour l'autre, à envoyer du feedback pour nourrir la qualité de la relation. Il y a tout ça qui me Mmh, passionne. mmh, 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 Et du mmh. coup, je me dis après DUT de com, faut que je continue. Faut que je continue. Mais alors quel type de com j'ai envie de faire? Et là, je me passionne pour la communication interne. Donc je vais D'accord, faire une école de commerce dans laquelle on peut apprendre la communication externe d'accord. et la Ouais, ouais, communication interne. c'est Donc c'est ça, pour ça d'accord. qu'ensuite j'enchaîne sur cette école de commerce dans l'idée aussi que bah, une idée en fait ça se vend. Souvent les gens qui font de la com, ils sont cachés, ils sont dans l'ombre, ils envoient des jolis messages, mais en fait profondément je pense qu'un bon communicant c'est un bon vendeur. Donc je me dis en école de commerce je vais pouvoir apprendre finalement comment on market un message, même à l'échelle individuelle, interpersonnelle, pour arriver à être entendu par l'autre et du coup avoir un impact, générer une réaction, une action, qu'il se passe Yes. quelque chose très très concrètement. Donc c'est pour ça que je fais l'école de commerce et puis qu'après je vais même faire voilà ces bac plus 5 où j'apprends à être chef de projet, à piloter en fait finalement quand tu as une ambition, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer, qu'est-ce qu'il faut sécuriser, à quel moment faut anticiper, à quel moment faut lâcher prise.
bien Et sûr. puis c'est à l'époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Patrick, puisque je te parle de tout ça, là, c'est 99, 2000. À l'époque, il y a le digital, le web qui arrive. Et je me dis, mais C'est là où j'arrive, moi. Moi, 98, je vais monter ma première start-up dans le digital. yes, Donc, yes. on est en plein dedans. C'est Ouais, bah, ça. c'est exactement ça. Et quand je vois le web arriver, je me dis, mais mon Dieu, moi qui ai envie d'avoir un micro en Ah ouais, permanence c'est pour faire rayonner des messages, j'ai plein de choses à raconter et je veux que les gens ils puissent faire savoir la beauté de leur idée, de leur entreprise. Ok, là, il y a le web, quoi. En fait, c'est incroyable le terrain de jeu qui est en train de s'ouvrir. Il faut que je comprenne ce que c'est ce terrain de jeu. C'est pour ça que je fais d'ailleurs, l'un des deux bacs plus 5 qui était sur la partie Internet. Et je me dis, mais juste, waouh, sciences humaines, communication, école de commerce, com interne, gestion de projet, digital. C'est Bon, allez, rigolo ça. On a vraiment le. Bon, alors moi j'ai pas eu mon bac à 16 ans, hein. Moi j'étais même en retard parce que moi j'ai démarré par du scientifique et après j'ai bifurqué. Donc j'ai fait voilà double, je dirais qualification. Mais par contre tout ce que tu as vécu et tout ce que tu vois sur la partie web, digital, communication, on a fait exactement la même chose. C'est délire. C'est-à-dire que c'est moi pour moi c'est depuis 20, enfin tout le temps depuis que j'ai monté ça. Ben, moi j'ai l'impression d'être dans un bac à sable géant. hum, Tu vois, le terrain de jeu, il est extraordinaire, quoi. De voir arriver toutes ces technologies, toutes ces innovations qui sont finalement des technologies de quoi de communication, en fait. ouais, c'est ça. Le web, l'internet, tout ça, c'est quoi? C'est de la communication en fait. Ouais, c'est ça, c'est Et ça. la communication, comme tu l'as dit, elle est partout. Elle est partout. Je comprends mieux d'ailleurs pourquoi on n'arrête pas de me dire que je suis un vendeur. Tout le monde me dit que je suis un vendeur, un vendeur, un vendeur. Mais non, je suis pas un vendeur, moi. Je suis pas un commercial à la base. Mais je pense que c'est lié au sujet de la communication en fait. Ouais, c'est marrant parce que quand tu dis vendeur ou commercial et quand tu te défends d'en être un, c'est comme si ça portait l'image hyper péjorative de ces métiers-là. Du métier de la vente, ouais, ouais, du Ouais, porte c'est ben, les triste, gens hein. les gens ont beaucoup cet ancrage-là, hein, du porte-à-porte, de la vente forcée, donc c'est vrai qu'il y a pas une très bonne image, Mmh. sur les métiers de la vente et Que de pourtant légendes et que ouais, c'est d'images ça. péjoratives qui mériteraient d'être redorées. Yes, yes. Alors toi, au final, bon, tu fais toutes ces études, t'enchaînes, et cetera. Tu fais donc tu te passionnes, ou en tout cas tu prends d'intérêt pour la communication, notamment interne. Tu finis, donc tes diplômes, et là, tu vas, être, sur le marché du travail. Mais là, en fait, tu cherches pas un boulot toi. Toi, tu vas faire Alors quoi? si, je suis allée chercher un boulot et j'ai fait le tour des agences d'intérim, D'accord. pensant que ça pourrait être une voie. On m'explique que j'ai pas du tout le profil pour faire de l'intérim. Bon, très bien. Je candidate un petit peu partout, je fais ce que je peux et j'ai soit des non-réponses pour une grande majorité, quelques refus et quelques maigres entretiens quand même. On me reçoit un tout petit peu. Et puis les entretiens se passent pas très bien. Il se passe pas très bien parce que à chaque fois, j'ai en face de moi quelqu'un qui se demande. Il y en a un d'ailleurs qui a fini par me le verbaliser même, qui Ah m'a oui, dit carrément. mais dans combien de temps tu voudras ma place? C'est-à-dire que j'étais gamine, j'avais 22 ans, mais quand j'étais face à un employeur, il sentait que il y avait une employeuse en moi, quoi. Tu vois. Donc j'étais pas du tout un bon profil Ouais, à c'est ça. embaucher. On n'est pas des profils qui sont dans les clous, ouais. Non. Et j'avais eu un tilt que j'avais entendu, mais que j'avais pas encore complètement concrétisé avec sur mon deuxième bac plus 5. Là, je suis en alternance. Je travaille dans une très belle entreprise, une grosse boîte. Et la personne qui m'a maîtresse d'apprentissage, le jour de mon départ, dans mon entretien de sortie, me dit, écoute, j'ai un poste à te proposer dans la boîte. Un très, très, très beau poste, impossible à trouver à 22 ans. Elle me dit, écoute, t'as fait tes preuves, etc. J'ai un On a le super droit de dire c'est poste. quoi la boîte ou c'est non, c'est Ouais, Décathlon. ah, Décathlon, Ouais, très bien ouais, c'est Décathlon. Decathlon. Et Sylvie, qui me mène cet entretien, me dit, j'ai ce super poste à te proposer, mais en fait, j'ai un conseil à te donner, faut pas que tu le prennes. Ok? J'y pense pour toi, mais en fait non, n'y va pas. Non. C'est-à-dire que à la fois, je suis une galérienne du marché de l'emploi et d'un autre côté, on me propose un poste extraordinaire. Et en fait, elle me dit, faut pas que tu le prennes, ce poste, parce que le problème avec toi, c'est que t'es pas manageable. Ok? Donc ça m'a fait bizarre quand même, hein, Ouais, tu vois, la ouais, première ouais, réaction, c'est ouais, OK, qu'est-ce que ça raconte? Donc là, ça vient toucher encore la blessure d'exclusion. Je suis pas c'est comme les ça. autres. Électron libre, et cetera. On te considère comme hors des clous, quoi. C'est ça, la fatigante. Enfin bon, voilà. Et en même temps, elle me fait le plus beau cadeau qui soit parce qu'en fait, elle est en train de me dire, t'es faite pour être à ton compte. T'es faite pour être libre. T'es faite pour pousser tes idées Ouais. et les faire. Farouche indépendance, en fait. Mais exactement. Mais sauf que moi, c'était pas dans ma famille. Il y a personne qui est à son compte. Enfin, Là, j'ai qu'est-ce qu'ils disent, papa, maman? Ils disent, ah non, prends un travail. Je suis même pas sûre que je leur ai posé la question en fait, hein, tu vois. Non.
Non, moi j'ai eu tendance à quand même faire les choix que j'avais envie de faire, tu vois, contre vents et marées depuis toujours. À la fois, T'as des frères et sœurs? ouais, j'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi, qui a un profil ingénieur brillant, D'accord, un technique. Je suis plutôt une littéraire. Non, je suis vraiment une littéraire et lui c'est d'accord, d'accord. vraiment un scientifique. Et lui aussi, il a fait pareil, études longues, tout ça, et puis après, il a été chercher un job Et en lui, il a CDI, trouvé un quoi. job dans une énorme boîte dès le début. Il fait une carrière merveilleuse. Hein, voilà. Il gagne mieux sa vie que je ne la gagnerai jamais. Ouais, il a une très très belle carrière. On est sur des profils très très différents, ouais, tous Très les deux. différent, ouais, ouais, ouais. Et donc voilà. Donc Sylvie me dit, écoute, t'es pas embauchable, enfin t'es pas manageable, et je te conseille vraiment de trouver un moyen de voler de tes propres ailes. Et donc c'est là que je vais partir dans l'idée de créer une entreprise, que je rencontre le monde de l'économie sociale et solidaire, qui est un monde que je ne connaissais pas du tout. Et je fais un concours, écoute, j'arrive dans les lauréats et on me donne un énorme coup de pouce pour m'installer à mon compte. Et c'était en septembre 2003. D'accord, waouh, ouais. Ouais, c'est ça qui va te, voilà, c'est ça qui va te mettre sur orbite, sur ce sujet-là, que tu quitteras plus C'est ça, ensuite, quoi. c'est Ouais, ça. Je prépare le projet de création de ma première boîte l'été de la canicule. Je m'en d'accord. souviendrai toujours, hein, parce que tu le sais, et ça parlera à ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent. Quand tu imagines un projet, tu sues, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, c'est C'est clair. dur, hein. Mais moi, je C'est suais ça. parce qu'il faisait 40 degrés dans l'appart Ouais, ouais, c'est ça. où Tu vois, j'étais. c'était double dose là. C'était Double double dose. dose, voilà. Ouais, ouais. Et puis Et alors, le projet naît, voilà. quand tu vas faire ça, est-ce que tu peux essayer de nous partager un petit peu tes petits pas, tes petits pas de souris, tu te rappelles comment tu réfléchis, comment tu embrasses toutes les disciplines nécessaires à la création d'une société? Parce que mine de rien, tu as une idée, OK, mais après il y a un côté, barbant ou compliqué qui peut être le côté administratif, immatriculer la boîte, commencer à s'occuper, bah, je sais pas, de chercher des clients, gna gna gna. Tu vois? Tous ces sujets qui sont pas les plus glamour, mais indispensables dans le montage d'une société, quoi. Surtout que toi, tu es toute seule là, tu pas d'associé, tu montes ça toute seule au Alors, départ? je monte ça avec un associé Ah d'accord, que ouais, j'avais rencontré que tu lors d'un de croises, mes ouais. stages D'accord, précédents. Voilà, c'était une merveilleuse rencontre professionnelle avec super, ouais, Jean-Jacques. Mais donc lui, il met le cash, nickel, quelques milliers d'euros. Voilà, lui, il met le cash. Il me propose de bosser avec moi en prod le soir et le week-end en parallèle de super. son taf. Et moi, je porte le projet. Je le porte pas seul dans le sens où grâce à ce concours de création d'entreprise, je me retrouve dans une couveuse d'activités. Ah, une pépinière, d'accord, un truc comme Ouais, ça, alors ouais. d'abord en couveuse et puis après effectivement j'irai en pépinière, mais donc je me suis pas sentie seule parce que j'avais des personnes qui Il y a m'accompagnaient. Oui, c'est ça, Ils m'ont il y a expliqué d'autres, ce qu'était ouais. la compta, la gestion, ils m'ont accompagné sur la partie juridique. Et après franchement Patrick, moi je suis pas du genre à avoir peur de grand-chose. Donc et puis je pense qu'il faut beaucoup de folie en fait pour se mettre à son compte. Faut pas trop se documenter, je crois non plus, hein, parce que sinon tu vas pas. Sinon tu y vas pas, ouais, Non, c'est un peu apprendre, par l'action, on y va et ouais. puis, c'est encore la meilleure manière d'avancer, hein, c'est Ah ouais, clair, ouais, hein. c'est ça. Souvent, quand j'ai des créateurs d'entreprises qui m'appellent, qui me disent, ah, je viin de me mettre à mon compte, voilà, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps? Je dis alors déjà, bienvenue dans la grande famille. Est-ce que tu es sûr de toi, hein? Parce que je sais pas si c'est un cadeau. Il y a énormément de belles choses quand quand t'es à ton compte, et puis c'est pas toi que je Bien vais sûr, l'apprendre, voilà. bien sûr, bien Mais sûr. donc, je suis à ce moment-là, si tu veux, je suis dans l'inéardise, j'ai juste envie, hein, Ouais, c'est ça, tu as c'est tout. énormément envie et puis en plus tu porté par, je dirais le flux de ta curiosité qui s'arrête jamais et donc, voilà, toi j'imagine que tu embrasses un sujet puis à ce moment-là, tu commences à poncer le sujet parce que de toute façon tu es avide de savoir, de comprendre et d'apprendre. Donc ça, c'est d'ailleurs, c'est des qualités qui sont à notre avantage parce que, on s'épuise pas, on sent pas trop la fatigue par rapport à ça parce qu'on a tellement envie d'avancer et d'apprendre que ça nous permet d'avoir une énergie qui est salvatrice parfois. Ça c'est sûr. Yes. Yes. Tu vas ouais, c'est ça. Et alors maintenant, ce qui est bien, c'est que, finalement, tu vois, tu as la chance de croiser et de tout de suite partir sur une aventure entrepreneuriale, mais avec un associé et ça, c'est quand même pas mal parce que, c'est vrai que, on est souvent seul quand on entreprend, et avoir un associé, c'est quand même, un ou plusieurs, c'est quand même, un vrai sujet de répartition des tâches, des rôles, de la fameuse, je dirais, solitude, elle est plus là et puis ça permet d'affronter voilà, les hauts, les bas ensemble. Et Mm. c'est Après, je pense bien pour les il bas. y a différents types d'associés. Moi, j'avais un associé qui était, en fait, il avait envie de m'aider à réaliser ce rêve de créer ma boîte.
Et lui, il s'ennuyait profondément dans son boulot et on s'entendait très bien. Et il savait que ce que j'allais lui confier, ça serait que des missions qui l'exalteraient. Donc en fait, D'accord. c'était une forme de relation gagnant-gagnant où j'étais seule maître à bord, mais j'avais une force de production que j'avais pas besoin d'embaucher dès le départ et donc j'avais pas besoin de charger, tu vois, Hum, hum, hum. la partie financière en fait de l'entreprise. C'était vraiment un accord tous les deux. Il avait de l'argent, j'en avais pas. Hum, Il hum, avait hum, du hum. temps le soir Ah, et le week-end. complémentaire, parfaitement complémentaire. Hyper complémentaire. Ouais, Hum, c'est hum. ça. Alors quand même ça c'est ce que c'est cette activité-là, en fait, ce que je crois, c'est que c'est plusieurs activités en une, non? C'est un groupe que tu crées parce que je crois que tu as plusieurs, champs d'intervention. A priori, tu vas faire, aussi bien un côté cabinet de conseil, mais aussi je crois qu'il y a tu vas faire de la communication opérationnelle. Donc il y a plusieurs, activités comme ça au sein de ton En de fait, en ton de ta 2003, structure? je crée une agence de com. D'accord, c'est Vraiment, ça. on était OK. purement sur le métier de la production d'outils de Yes. communication, d'identité de marque, site Mmh. internet, plaquettes, stands, etc. D'accord. Et puis en Ouais, fait, ouais. cette agence de com, elle pousse, elle grandit et elle crée en essaimage quelque part une activité conseil, donc un cabinet de conseil et un organisme de formation. Donc c'est là où ma petite entreprise de 2003, en 2009, finalement, elle se retrouve filiale avec d'autres filiales d'un groupe, voilà, qui s'appelle Créactive à l'époque. C'est ça. Et avec 3 activités complémentaires, la partie agence de com où on produit de la com, Mmh. l'activité conseil où on aide les dirigeants, les DRH, etc., les responsables communication, les directeurs commerciaux à réfléchir à ce qu'est la communication et comment avoir une communication efficace, la partie Mmh. conseil, vraiment stratégie. Et puis l'organisme de formation où on cherche à transmettre la façon de bien communiquer, à la fois dans la communication orale et aussi dans la communication écrite et digitale, de manière à ce que l'agence de com puisse uniquement produire des outils de com à hyper haute valeur ajoutée. Je te prends un exemple, quand on nous commandait un catalogue de 350 pages, moi, mon graphiste, ça l'amusait pas du tout de taper des prix, page 39, puis page 40, puis page 41. Et ça coûtait horriblement Dans cher. Quarky Express, non, c'est ça, à l'époque? Exactement, dans Quark. Ouais. Donc, On est et je prends cet exemple-là, mais un commercial ou une force de vente qui partait sur le terrain et qui avait besoin d'avoir des supports, tu vois, d'aide à la vente, à un moment donné, nous acheter à nous des mises en forme de PowerPoint, on trouvait pas ça très rigolo. Et moi, j'ai toujours eu à cœur qu'on amène de la valeur ajoutée. Et dès que la compétence, elle était transmissible chez le client, dès qu'on pouvait le mettre en autonomie, je trouvais ça très intéressant de le faire. Et en créant l'organisme de formation, en fait, en filialisant c'est très quelque malin part ça. Ouais, cette ouais, activité-là, je fais monter en puissance mes clients, donc on partage le savoir et on fait grandir la société, j'ai envie de dire. Et en plus, nous, on se régale davantage dans ce qu'on fait. ouais, c'est clair, très intelligent Et ça. puis, on Ouais. nourrit des relations qui sont du coup beaucoup plus adulte-adulte. Voilà. Et le groupe était hyper intelligent parce que, enfin, on avait un modèle qui était que moi j'aime dire intelligent parce qu'une entreprise venait nous voir en disant j'ai un problème de com, j'ai un problème d'image, ou je suis pas assez connue, ou je rencontre pas les bons clients, ou je fidélise pas ma clientèle. Et on disait ok, tu veux réfléchir, cabinet conseil, tu veux apprendre, organisme de formation, tu veux qu'on fasse pour toi, agence de com. Et du coup, on avait les 3 business qui se renvoyaient les clients en fonction de leur Toute la chaîne, maturité. ouais, toute la Ouais, chaîne de valeur. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Et je te parle de En ça, tu vois, c'était en 2009, c'était juste après la crise des subprimes. Et c'est autant une décision stratégique qu'on a prise en réaction au marché qui est en train de s'effondrer, qu'une vraie réflexion stratégique sur un modèle qui nous a permis aussi de nous développer, d'être rentable, de créer des emplois, etc. Très Vraiment. intelligent et ça fait un cercle vertueux avec un aiguillage. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ton prospect, tu le laisses pas s'échapper, quoi. Tu le fais rentrer dans tu le fais rentrer dans une tu sais, une machine à laver là, hop, il sort plus de là, quoi. Donc ça, c'est très intelligent Et au a niveau de la priori, il adorait être dans la machine à laver aussi, tu ouais, vois, parce ouais, que ouais, il s'éclate, ouais. si ça avait été Mais détestable, il était libre de s'en aller. Ouais, ouais. non, mais c'est en fait, alors est-ce que en fait, j'allais dire que c'est même plus ça va au-delà de la communication dite 360°. C'est que là, comme tu dis, c'est plus que de la communication, puisqu'il y avait la formation, le conseil et la communication opérationnelle. Donc c'est 3 métiers, complémentaires qui vont, effectivement te permettre de ouais, de C'est vraiment, ça. proposer des services, Et le truc, c'est qu'au petit à petit, alors sans doute que nous aussi on gagne en maturité, que moi-même j'évolue évidemment parce que le patron d'une boîte dans une taille humaine, il impacte énormément le modèle bien sûr, économique et bien les sûr. orientations, bien sûr. Et en fait, petit à petit, on se retrouve à faire de plus en plus de com interne et de moins en moins de com externe, de com commercial. D'accord, d'accord. Donc de plus en plus, on aide les équipes à bien coopérer et de Mmh. moins en moins, on aide les entreprises à trouver des clients finalement.
d'accord, à faire de la Et, com extérieure. et ça, du coup, je reboucle quelque part avec mes premiers amours, de la psychologie, de la qualité de la relation. Et comme je venais de l'économie sociale et solidaire, que toutes mes boîtes, je les ai dirigées dans un esprit de gouvernance partagée. Pour moi, c'est l'évidence. Il y a les relations sont horizontales. On partage le pouvoir, on partage la valeur. Je trouvais ça génial que grâce au biais de la communication, on puisse rentrer comme des petites souris à l'intérieur des systèmes chez nos clients. C'est Et qu'en ça. fait, on observe des systèmes humains qui étaient dysfonctionnants, à qui on disait, faut que tu fasses de la perf, justement pour aider l'entreprise à survivre et à faire du business. Mais en interne, notre capital humain, notre capital social, si lui, en fait, on peut pas compter sur lui, si les gens ils sont pas engagés, motivés, Mm. s'ils s'entendent pas bien, s'ils sont pas complémentaires, bah ça va pas fonctionner. Ouais, Et c'est la clé, c'est ça. vraiment Ouais, voilà, c'est avec cette clé là en fait ouais, c'est clair. qui petit à petit s'est dessinée. Tu vois, c'est pas un insight un jour. Mm, Allez, mm. on va faire de la com interne, mais c'est vraiment à Non, mesure mais que ça va être quand même un pivot finalement. Tu vas ouais, pivoter là. Ça va être un pivot de positionnement de la prestation, de la gamme de prestations que tu c'est ça, proposes. c'est ça. Jusqu'à ce que tout le groupe s'effondre en 2016, 2015, 2016, D'accord. et que je rebondisse et que du coup je diminue encore le spectre de l'intervention à la qualité de vie au travail et plus simplement de manière globale à la communication interne. Et en Mhm. même temps, quand je te dis ça, diminuer à la QVT, quand je vois ce que c'est maintenant chaque jour sur le terrain, ce que c'est que prendre soin de la qualité de vie des travailleurs, je peux te dire qu'en fait c'est super ouvert, quoi. Avant de justement d'enchaîner sur cette partie-là, je voudrais qu'on fasse peut-être un petit focus, un tout petit sur un truc qui me démange. C'est le fait que tu étais donc dirigeante d'une structure qui a grossi. Et quand une structure grossit, les pénibilités les plus importantes pour un dirigeant, c'est la partie RH. Et donc, j'aimerais savoir comment toi, tu as vécu ça par rapport justement à ton propre parcours où tu avais des relations sociales qui étaient pas toujours évidentes parce qu'elles étaient plutôt vives à ton encontre par rapport à tout ce que tu nous as raconté sur ta jeunesse, sur le fait que tu étais en décalage avec les gens, etc. Toi, tu as su, je dirais, et tu t'es fait accompagner pour justement savoir manager, apprendre à piloter une entreprise, des salariés. Alors, tu avais peut-être d'ailleurs des sous-traitants ou des collaborateurs, je ne sais pas. Ouais, Mais il y avait une très grosse comment tu as équipe de vécu ce sous-traitants. passage-là, toi, le fait que tu grandissais et puis que tu étais, voilà, tu es une dirigeante, donc c'est pour ta pomme, quoi. Hein, c'est à toi de gérer la partie justement RH, tout ça. Je pense que j'ai fait tout ça avec beaucoup d'inconscience ou de non-conscience. Peut-être. Je suis pas du tout allée me former. J'ai eu la chance de grandir au sein d'un mouvement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement patronal avec Ah que ouais, des tout à patrons fait. humanistes, qui est une école de formation au métier de dirigeant où une fois de temps en temps, voilà, tu vas assister à certaines formations et tu J'en ai entendu évolues parler de ça, c'est le CJD, c'est ça, le Centre des jeunes CJD. dirigeants, Voilà, CJD. Ouais, c'est d'accord. voilà, Ouais, tout à fait. tout patron qui a envie de rompre son isolement et de partager avec des pairs, c'est absolument merveilleux. Donc le CJD m'a énormément accompagné, appris, Mmh etc. mh. Mais je suis pas allée faire une formation spécifique en management. En fait, c'est ce que je dis même à mes Sur collègues le tas, quoi. d'aujourd'hui. Tu as fait du sur le Bah, terrain, quoi. en fait, je fais juste du moi et avec tout ce que ça a de super et tout ce que ça a de bien pourri, tu vois. Et moi, j'ai jamais rencontré de problème RH. J'ai eu une fois un collaborateur qui était violent. J'ai eu une fois un collaborateur qui était un peu menteur. Mais sinon, je sais pas. Ouais, Peut-être que la globalement. vie est sympa avec moi. Hein. Mais moi, j'ai jamais eu de problème dans les recrutements. Tout le monde a toujours été hyper fidèle à l'entreprise. Les gens ont fait carrière dans le groupe. Après, je dis pas que tous les jours ça n'a pas été évident, mais je pense que j'ai été plus un boulet pour eux que eux un boulet pour moi. Hein. Ouais. D'accord. Ouais, je pense. Ouais. Et Parce que toi? c'est pas évident de m'avoir comme patronne quand même, tu vois. C'est faut avoir envie chaque jour de remettre des pièces dans le jukebox parce que c'est jamais Tu as assez, cette quoi. tu as cette analyse, ce recul sur toi-même de savoir comment tu es, justement avec les autres et cetera? Tu vois, de dire: «Bah, je suis pas facile, ou je suis comme ci, comme ça, c'est pas évident», Bah, je suis assez consciente. Je suis passée par la case burn-out en 2015. Hein. C'est pour ça que j'ai fermé toutes mes Ouais, c'est boîtes ça. J'allais te demander enfin, le crash de 2016, à quoi c'était dû et cetera? ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Ouais, ouais. ouais, bah burn-out en 2015 et en fait toutes mes boîtes se sont effondrées parce que maman la patronne n'était pas là, quoi. Tu vois. Et toi, ce burn-out,
c'est quelque chose qui va gronder, qui va exploser tout à coup? Ça va être en fait, C'est un processus insidieux, hein, Patrick. Le c'est ça, burn-out, c'est un ouais. truc qui s'installe petit à petit, bon, qui touche que des profils un peu particuliers. Fatigue physique, fatigue morale, intellectuelle, Voilà, c'est la totale. Hein. Je pense que je travaillais, alors je sais plus maintenant parce que les années passent, mais c'était indécent, hein, le volume d'heures que je faisais. Puis en parallèle de mes 4 boîtes, parce que j'en avais une autre en parallèle du groupe Créactive, mais en plus j'avais des mandats. En 2015, j'avais 14 mandats. Enfin, c'est inimaginable avec 2 enfants en bas âge et un mari absent. Voilà. Donc je suis le profil surengagé, etc. Et en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi cette énergie, ce truc-là qui fait ouais. que, Le problème, c'est le que cerveau, il s'éteint pas le soir, quoi. Il faut, il ouais, c'est faut ça, la charge mentale, elle est là en permanence. Après, la nature nous dote plus ou moins quand même hein, de capacités à encaisser et à envoyer. Et moi, la vie, elle m'a, ouais, je sais pas, je crois être née dans un chaudron d'électricité, tu vois. Donc, mais à un moment donné, effectivement, moi, c'est mon corps qui a dit stop. ouais, c'est ça, 2015, c'est mars 2015, mon corps dit stop. Clairement, je suis un arrêt au stand, je ne peux plus ouais, tu peux bouger. plus bouger. C'est genre le matin, tu arrives plus à te lever du lit, quoi. Ouais, alors moi ça s'est manifesté autrement. Hein. J'ai fait une chute et quelque chose qui n'était pas très très grave. Et en fait mon corps n'a pas voulu redémarrer. Je suis Ouais, devenue c'est ça. handicapée alors que techniquement il y avait absolument rien qui faisait que je pouvais plus remarcher. C'était marcher le sujet. Et donc voilà, il y a un moment donné, il faut poser les mots. Et à l'époque, en 2015, c'était vraiment pas connu comme aujourd'hui. Hein. Bah, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mais il a fallu que je l'admette. Et bon, j'avais déjà fait quelques formations en coaching, etc., en développement perso, mais j'étais Mhm. bien plus forte pour les autres que pour moi-même. D'accord, Je ouais. pense que c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'ai développé une forme de conscience différente de ce Mhm. que j'avais pu produire aussi autour de moi. Tu vois, si on revient sur l'idée du patron maltraitant malgré lui, je Mhm. pense que j'étais assez maltraitante envers moi-même et je pense qu'inconsciemment j'étais aussi maltraitante autour de moi. Avec personne qui m'en veut parce qu'a priori j'ai pu quand même en discuter un petit peu. Mhm. Mais la vérité, c'est que oui, j'ai imposé une exigence, un rythme, etc. C'est ce que Qui est j'allais te très dire. conséquent quand même. J'allais utiliser le mot intensité. Oui, C'est-à-dire que en fait, on se rend pas compte dans quelle intensité on est avec les autres parce que en fait, nous par défaut, on supporte nous. Ça, c'est bon, on y va, on avance. c'est ça. Et ça va pas assez vite même. Tu vois, on a ce côté impatient. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas si toi tu connais ça, mais il y a ce côté, je manque de patience. Tu vois, c'est à un moment donné, faut que ça tilte vite, quoi. Moi, je suis déjà, je suis déjà là-bas devant et si tu vas pas aussi vite, eh ben ça m'agace, quoi. Je pense que j'ai gagné vachement en tolérance par rapport à ça et qu'en même temps, les personnes qui m'entourent professionnellement, c'est des gens qui percutent très très fort, qui sont aussi très sensibles parce que pour moi, Ouais, problème c'est d'hypersensibilité, ouais. Mmh. et pour moi, c'est pas un problème. Au contraire, c'est un atout absolument extraordinaire. Mais du coup, faut avoir cette capacité à comprendre aussi que bah il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des Ouais, bas. ouais, ouais, Je ouais. parle même pas de bipolarité ou de schizophrénie, c'est même pas jusqu'au trouble psy, mais simplement, bah bon, on passe tous par des cycles. Il y a des personnes qui ont des cycles plus ou moins importants. Et moi, j'ai tendance à être comme ça, et j'ai tendance à m'entourer de personnes qui sont comme moi. Donc c'est très puissant d'un point de vue émotionnel, Mmh, mmh, c'est mmh. très puissant d'un point de vue intellectuel. Et donc ce truc-là, là, tu vois, cette boule bah faut être en capacité aussi de Ouais, tout à rentrer fait. dans le délire, de la nourrir et de suivre le Mmh. rythme. Ouais. Ouais, donc là, tu te retrouves que tu nous dis, voilà, c'est waouh, Tapis. tout s'éclate là, Ouais. tout tapis. Ouais et donc ça va prendre, une forme de par exemple, tu vas te mettre, genre en sauvegarde, tu vas, côté société, qu'est-ce que Je tu fais de la comment dissolution simple d'accord, sur OK, 2 boîtes et je fais un dépôt de bilan sur ma boîte historique, sur le bébé de départ, l'agence de com. d'accord, Et des merveilleuses histoires de création d'entreprise, on en a entendu parler beaucoup. Des merveilleuses histoires de fermeture d'entreprise, ça n'existe pas. Et j'ai souvent regretté de ne pas avoir écrit le bouquin de ce qui s'est passé à l'époque, parce que c'est une décision qu'on a prise en équipe de fermer la boîte. Je me d'accord, souviens, il y avait une image très forte qui m'était venue et que j'avais partagée avec l'équipe, qui était que j'avais l'impression que notre boîte, elle était allongée sur un lit d'hôpital et qu'elle était branchée de partout. Et qu'en fait, on la sous faisait, perfus quoi, des ouais, perfusions partout quoi, ouais. ouais, c'est ça. Et qu'en fait, on la faisait survivre artificiellement parce qu'on voulait pas lâcher, Ouais, c'est parce ça. qu'on y croyait, parce que profondément, notre boîte, on bossait super bien et ça avait du sens. Mais qu'en fait, dans la On balance, voulait pas renoncer quoi, ouais. oui, c'est ça. Mais dans la balance contrainte-plaisir, en fait, la balance contrainte, elle était vraiment beaucoup plus forte. Et à un moment donné, il fallait faire preuve, arrêter le déni et aller regarder les choses en face.
et je leur dis, je vous propose qu'on débranche en fait cette personne qui s'appelle Créatif, qui est notre boîte. T'as fait une euthanasie C'est exactement ça. de la société. Mais ça a été une décision collective. Et là, quand tu as une équipe et que tout le monde décide de fermer la boîte, ensuite tu as un compteur qui se met en place. C'est tel jour en juillet 2016, je passe au tribunal. Et là, on est en début d'année, on est en janvier, et du coup, on a un compteur avec marqué M-6, et on a 6 mois pour fermer la boîte proprement. Ouais, et ça a été incroyable ce qu'on a vécu avec les clients, avec les fournisseurs, au sein de l'équipe. Enfin, c'était merveilleux de solidarité. T'as pas documenté ça. Ouais, c'est vraiment dommage. Tu me donnes l'eau à la bouche là. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on raconte pas ces trucs-là. Il y a pas de témoignage, il y a pas de partage de ce genre de choses. Et puis je vais te dire même que j'ai tendance à pas super bien faire confiance à ma mémoire. Des fois, et grâce à des interviews comme toi, en fait, ça permet de réactiver un peu les souvenirs. Mais en fait, c'est aussi l'un des effets collatéraux du burn-out de mars 2015. J'ai des souvenirs qui sont altérés, bon, après, je suis pas persuadée d'avoir une mémoire extraordinaire, mais il y a des souvenirs qui sont altérés. Et le deuxième effet qui se coule, c'est j'ai une perception du temps qui est très mauvaise. C'est-à-dire que j'ai essayé de garder dans ma mémoire et d'ancrer des dates, tu vois, clés. Mais quand l'interview va se raccrocher avec toi, je sais pas si on y aura passé 1 semaine ou 10 minutes. J'exagère, tu vois, je suis dans la com. Mais le temps est distendu en fait chez moi. Je comprends. Il y a un truc qui a pété, il y a un neurone de garde là, le neurone timekeeper, il est à cesse. Ouais. Toi, tu vas donc tu prends cette décision-là de manière finalement collégiale en impliquant les collaborateurs, ce qui est tout à ton honneur. Hein, ça permet aussi de faire la chose avec efficacité, de pas avoir, je dirais, Il n'y a pas géré de stress crise sociale du ou coup. de la guerre. Ouais, c'est ça, une guerre sociale qui peut vite partir en cacahuète, hein, quand même. Pendant ce temps-là, tu te fais aider, accompagner, soigner. Comment tu te sors physiquement de ton burn-out? J'ai la chance d'avoir un entourage de coach et de psy, hein, en gros. Mon entourage perso, c'est des chefs d'entreprise et des coachs et des psys, donc Ton des corps, pairs. il se remet en route à un moment donné? Et mon corps se remet en route 2 mois après, et là j'ai décidé de partir marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord. Et en fait, le chemin de Mont-Rebond, il va durer 3-4 ans. Je marche beaucoup sur le chemin de Saint-Jacques. Je prends la décision de fermer ma boîte, d'ailleurs, en rentrant de mon premier pèlerinage. Et une fois que toutes les boîtes sont fermées, l'été 2016, je pars même vivre nomade. Je prends mes gamins et je vends ma boîte, je divorce, enfin, je ferme tout, je démissionne de tout. Enfin, c'est vraiment le reset, quoi, le reset total. Ouais. Remise à zéro. Et je suis partie vivre nomade avec mes gamins dans un camping-car avec mon chien. Combien d'enfants t'en as? 2. Ouais, j'avais 2 loulous à l'époque, ils avaient, je sais plus, 5 et 7, je crois, un truc comme ça. D'accord. Waouh. Donc t'as fait le truc avec le van là, le camping-car. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'était une aventure absolument géniale où j'ai aussi expérimenté le digital nomadisme, tu sais. Bah ouais, tout à fait. Ce dont on a beaucoup parlé plusieurs années plus tard. Et en fait, je garde juste quelques clients, je fais des prestats une fois de temps en temps. La vie, elle est hyper légère quand tu vis nomade. Tu fais ça en Europe? Enfin, tu vas rester en Europe ou tu vas aller plus loin? Alors, je vais même rester en France et je vais faire des micro-bouts de la France parce que la vie, elle est tellement cool et tellement calme que tu peux rester dans une même région et ne pas t'ennuyer un instant en 6 mois, tu vois. On n'a pas beaucoup voyagé. Et t'organises l'école à distance et tout ça, ouais. Ah ouais, ça se fait très bien. Donc télétravail avec les clients, école à la maison. Donc si tu veux, le Covid en 2020, moi mes gamins ils ont fait yes, tu vas redevenir notre maîtresse. Ouais, exact. Ouais. Et alors justement les enfants ils vivent ça super? Ah oui, ils se régalent. Bon, après, ils sont tellement petits que de toute façon, il n'y a pas encore... Ouais, c'est ça, 5 et 7, tu disais? Ouais, il y a pas l'esprit critique des adolescents que j'ai aujourd'hui, hein. Ils s'en rappellent, là? Ils ont souvenir de ça un peu encore? Un peu, mon fils l'aîné, un peu. Ma gamine moins. Mais bon, il y a des photos, il y a des vidéos qui permettent de nourrir les souvenirs. Ouais. Mais, oui, donc là, c'est bien parce qu'avec toi, au moins, on voit toutes les formes de l'entrepreneuriat. En fait, c'est cool. Hein, voilà, digital nomade aussi. Allez hop. Ouais, c'est vrai. Bon, ça, je l'avais pas vu venir quand même. Hein, ça existe pas sur ton profil LinkedIn, ça. Hein. Non, et pourtant, j'en ai pas du tout honte. Je peux même te dire qu'à l'époque, quand j'étais en Sarwell et pas plus coiffée qu'aujourd'hui, dans mon camping-car au bord d'une cascade, je pouvais animer des codires pour des groupes internationaux. Assise en tailleur avec mes gamins qui dormaient dans la capucine et je faisais rêver les clients.
Ouais, ouais, tu parce que m'étonnes. eux, ils étaient en costard dans leur salle de réunion, Ah ouais, ah, qui sent la peinture, tu vois. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là aussi qu'il y avait sans doute une forme de maturité qui arrivait parce que j'étais carrément au clair avec l'image que j'étais en train de renvoyer, la vie que j'avais, ce côté disruptif. Mais du coup, c'était plus une différence qui était une pénalisante, c'était une différence. Je vivais la vie que plein de gens auraient aimé vivre à ce ouais, c'est moment-là, ça. Ouais, et même ouais, ouais. aujourd'hui d'ailleurs. C'est t'es libre comme l'air. Tu te Ouais, lèves t'es quand tu libre. te lèves, tu vas où tu veux. Tu prends une mission, tu prends pas une mission, tu t'en fous parce que de toute façon, quand t'es nomade avec 400 € par mois, tu vis hyper Ouais, c'est bien. ça. T'as des moyens qui sont beaucoup très inférieurs Ouais, c'est à ça. si tu devais avoir un appart, un truc. Et ouais, bah oui, c'est sûr. Et ça m'empêchait pas de faire des prestats à hyper haute valeur ajoutée à 2000 € la journée en Mm. visio. Yes. Ah, et ça va. À l'époque, il y a pas Starlink là. T'as pas ton antenne satellite pour avoir de la fibre et tout ça, non? Tu Bon, utilises. alors je fais du partage de co, hein. Des fois, je t'avoue que c'est un peu bancal, hein. Moi, j'ai acheté une antenne Starlink là. J'ai Starlink. Ouais, j'ai pas encore essayé. Non, ça va, Ouais, c'est on a top. la fibre là chez nous, ça va. Ouais, et ça, alors cette période de digital nomadisme, ça va durer combien de temps? Je vais avoir du mal à te répondre parce que j'ai toujours du mal à calculer, mais ça va durer un petit moment au total. Après, on va se resédentariser, mais pas vraiment parce qu'on bouge de lieu en lieu. Enfin, D'accord. Ah oui. Ouais. en camion vraiment, ça a duré quelques mois et Après, après, t'es semi-nomade en fait. Après, tu ouais, après, continues. ouais, c'est super compliqué de revenir à de l'ancrage parce Ouais, que pour c'est moi, ça. c'était une drogue. Je pense que même profondément, je suis une nomade. Mais on va se réinstaller, se réancrer en 2019. D'accord. Et là, 2019, bon, puis rencontre amoureuse, voilà, d'un homme qui est pour le coup qui est pas nomade du tout dans l'âme. Et, euh, et mes enfants, ils Wow. ressentent le besoin de s'ancrer côté collège, Ah, machin. ils ont grandi Ils ont aussi. grandi. Ouais, Moi, j'aurais bien continué le voyage, mais je ressens le besoin d'être à nouveau entrepreneur ou entrepreneur. Il faudra qu'on y revienne d'ailleurs. Mais je commence à m'ennuyer en fait. Freelance, je ouais, c'est m'ennuie. ça. Ouais. Je j'ai pas d'équipe, du coup je bosse toute seule, ce qui est hyper Ouais, cool toute seule. franchement. Ouais. Tu gagnes Ouais. ta vie, tu fais ce que tu veux, c'est Ouais. Ouais. super, mais c'est pas mon modèle. Et surtout j'ai une ambition qui n'est absolument pas assouvie. C'est vrai. J'ai envie de changer le monde, j'ai envie de faire bouger les lignes très fort dans les entreprises. Et solo c'est pas Là, jouable en ouais, fait. là, tu peux pas c'est ça. C'est En ça. fait, tu sens que t'as pas l'impact que tu veux avoir, en Ah mais fait. clairement. C'est que tu beau avoir toutes les meilleures idées du monde. Ouais, je veux agir, je veux faire bidule. Ah ouais, mais toi, tout seul depuis ton camping-car, ton impact, il est quand même limité, quoi. Ouais c'est ça. Et donc c'est là que le projet Wonjo va naître. Et puis avec le confinement, une bulle quoi. La vie elle offre une bulle Ouais, c'est ça. merveilleuse. euh, où je me pose, où je fais entre guillemets mon ikigai et je me dis ok, Minette, qu'est-ce que tu veux faire de ta life? Ok, Alors justement, c'est ça. c'est là où il y a Wunjo que tu crées. Alors là, c'est vraiment QVT, c'est vraiment qualité de vie au travail. Et donc, il y a quand même un switch entre la communication plus classique ou en tout cas comme interne que tu faisais avec la QVT. Ouais, il y a un Ou switch c'est un prolongement, enfin c'est une extension ouais peut-être. Ouais. c'est ça. Mm. C'est un switch parce que techniquement les gens ont tendance à pas mettre qualité de vie au travail et communication dans la même boîte. D'accord. Mais Ouais. en fait la QVT pour moi c'est comme l'eau, ça se répand partout. Si tu veux être un expert de la qualité de vie au travail, en fait il te faut être un expert des questions de performance d'entreprise et en même temps être un expert des questions de bien-être et de psychologie de l'humain. Donc Mhm. déjà, waouh, c'est cerveau gauche, cerveau droit, tu vois, c'est sciences économiques, sciences sociales, tu vois, c'est il te faut avoir des notions de dialogue social, il te faut avoir des vraies connaissances et de l'expérience en management, en gouvernance, en direction d'entreprise. Il te Ouais. faut connaître les démarches qualité, il te faut comprendre ce que c'est que la conduite du changement. Et j'en oublie encore, mais la qualité de vie au travail, en fait, c'est vraiment une discipline qui se Bien sûr. répand partout. Donc la communication, comme pour moi, je reviens à ce que je te disais au début, pour moi c'est une compétence comportementale. Finalement, quand les êtres humains ils communiquent bien, ils peuvent porter des projets, ils peuvent nourrir des qualités de relation qui leur donnent envie de travailler ensemble. Donc pour moi la communication c'est une composante de la QVT, c'est parallèle si tu veux à la QVT, je sais pas comment te le dire, mais pour moi c'est pas des disciplines qui sont séparées. Non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Qui sont tes interlocuteurs d'ailleurs? C'est des directions générales? C'est les gens de la RH? C'est qui s'occupe de la QVT dans une entreprise?
Alors dans les petites boîtes, c'est effectivement la direction générale ou l'assistante de direction. Les boîtes qui commencent à être un peu plus structurées, on va avoir des DRH ou des QSE. D'accord. Dans les boîtes où il y a du dialogue social qui est installé, ça va être le CSE qui va être notre interlocuteur. D'accord. Et Ah dans ouais. les boîtes qui sont encore plus évoluées, on a carrément un responsable qualité de vie au travail qui pilote une cellule, un comité dédié. Ouais, sur un grand compte, c'est ça, quoi. Il y a carrément un manager, enfin un directeur et une cellule, quoi. Exactement. D'accord. Waouh. Et toi, c'est une discipline que tu n'as pas étudiée, ou ça s'étudie? Je sais pas d'ailleurs, il y a des diplômes, il y a des Ouais, trucs sur la QVT, tout ils ça? ont Ou créé com des diplômes ils universitaires, ont créé des effectivement. écoles? Ouais, ouais, ils ont créé des écoles. Je pense que je fais de la QVT un peu comme enfin, à ma sauce, hein, de la manière que moi je l'imagine, avec beaucoup de bon sens, avec de l'expérience. Et puis je le fais pas toute seule. J'ai une D'accord. équipe autour de OK. moi. Voilà, il y a une trentaine de personnes qui sont D'accord. des experts chacun d'un secteur d'activité, d'une discipline en particulier, comme le droit, comme la psychologie, etc. Et puis en fait, on a mis tout ça dans un pot commun en 2020 avec un constat de départ. On s'est réunis autour finalement d'une mission commune. Et puis on s'est dit, OK, et comment on va faire pour adresser le sujet? Et donc on a fabriqué notre façon à nous d'accompagner une entreprise et d'accompagner des travailleurs. Évidemment, on a benché, on s'est documenté à fond. Il y a Ouais, ouais, ouais. énormément de matière qui existe sur Internet. Mais ça a été plus en réaction à ce qui se faisait déjà qu'on a façonné notre propre approche en fait dans le Et la cabinet. période, tout ça va se passer avec la période Covid. Ça va, Ouais. c'est comment vous faites quand il y a Covid et tout ça? Vous Comme continuez le à faire. projet il naît à ce moment-là, en fait, on a toutes et tous là dans l'équipe du temps pour Ah ouais, c'est ça. réfléchir à ce D'accord. projet. Tout le monde est D'accord. OK. Ouais, ouais. en mode off. Ouais, Ceux qui sont ouais. pas en mode off, ils sont super contents de pouvoir discuter avec des gens qui portent un projet qui consiste à remettre l'humain au centre Ouais, ouais, du ouais. travail, tu vois. C'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Et donc je bénéficie de plein d'énergie autour de moi. Enfin, autant je suis victime d'exclusion depuis toujours, autant je suis une sacrée fédératrice quand même. Donc autour de moi, C'est j'ai des comme c'est gens comme ça que géniaux. tu vas trouver les clients, les premiers clients, tout ça, c'est par réseau, c'est bouche à oreille, c'est on te dit: «Ah ouais, attends, on te connaissait bien en com interne et tout ça, bah ouais, QVT, vas-y, on va te confier une mission». Un Comment peu, tu un te peu. rappelles un peu comment tu trouves tes premiers clients ou ta première mission? Alors déjà, moi, chercher un client, c'est pas un sujet. Ouais, d'accord. Ça a jamais été vraiment, non, ça a jamais été un sujet. Moi, je suis pas une commerciale dans le sens, je vais pas chercher les clients. Je suis une communicante. Donc, en fait, C'est j'expose ça. mes idées, Mmh. j'expose ce qu'on sait faire, Puis les gens j'expose, viennent, et après, les gens, ils viennent naturellement. Donc, c'est par le biais de la communication, sur les réseaux sociaux. Moi, j'anime des conférences depuis longtemps. Bon, on prend beaucoup la parole, et On puis, appelle ça en marketing, on appelle ça le inbound, hein, c'est-à-dire, exact. faire venir à soi le les prospects, qu'on va convertir en clients. C'est ça. Puis Qu'on après, oppose à l'outbound, hein, où là, on va exactement. chercher le client, on fait des appels à froid, on fait des mailings, on fait tout un tas d'actions commerciales pour aller capter, des prospects. Et après, j'ai du réseau aussi. J'ai été dans plein de réseaux de dirigeants, de RH, de coachs. Bien sûr, ouais. Ouais. J'ai un gros portefeuille client. Enfin, en 2020, ça fait quand même voilà 17 ans que je suis à mon Bah compte. oui, c'est ça. Ouais, ouais, Donc, ouais. je connais un petit peu de monde. Mais je suis pas du genre trop à fanfaronner. Je cherche pas à vendre. Je demande pas des rendez-vous. Je laisse les gens naturellement venir à moi Parce que tu aurais pu, tu vois ce que je ça veux dire? suffit. Justement, tu viens de le dire, c'est-à-dire avec, ton parcours, le carnet d'adresses, les clients que tu as déjà traités, tu aurais pu prendre le téléphone, appeler 4 personnes et dire: «OK, tiens, salut, je lance une offre QVT», ouais, tu vois? Tu aurais pu rappeler Decathlon. On est d'accord. Non, j'ai fait un ou deux petits mails pour raconter que je faisais ça, mais ouais, moi j'aime pas trop dire s'il vous plaît, faites-moi travailler. C'est pas du tout ma logique. Et en fait, le truc c'est qu'on s'ennuie jamais. Donc on n'a pas été vraiment en manque de clientèle. Aujourd'hui, on déborde. Hein, on est sur une croissance x3. Enfin, on est plutôt en train de gérer la croissance et Gérer la croissance, ouais, voilà. On ouais. a plus des problèmes de riches, pas forcément dans le sens financier du terme, mais dans le Problème sens de structuration, d'organisation de la on n'a pas de des problèmes parce que tout va bien, mais on est vraiment là actuellement à l'heure où je te parle en train de structurer la boutique pour demain parce que on est sur un marché qui est hyper porteur. Euh, des gens qui vont pas bien au travail, en fait, il y a quasiment plus que ça. Donc on est sur un marché qui est en pente très très forte et en plus on bosse super bien. Les membres de mon équipe sont des très grands professionnels. On est hyper sérieux. On a toujours été dans l'hyper qualité et on continue de faire de l'hyper qualité. Donc nos clients sont hyper satisfaits de nos missions. quelle forme ça va prendre? Tu vas créer la société sous une forme structure, SAS, SARL, Et non, tu parce fais que des ma comment boîte tu en fais? fait en 2020 elle existe encore, la boîte que j'ai créée depuis le début.
Quand j'ai D'accord, fermé toutes mes entreprises, en fait, le liquidateur judiciaire, avec d'accord. lequel je me suis très bien entendue, il a vu que je faisais les choses très proprement. Il y a eu zéro dette à la fermeture de la boîte, tout très propre. Et il a essayé de revendre mes boîtes à la barre du tribunal, mais mes boîtes, elles valaient rien, puisque c'était à chaque fois on me disait est-ce que Emmanuel elle reste? Et donc Emmanuel elle restait pas. Donc du coup, il m'a autorisé à continuer à porter cette D'accord, structure juridique, requalifier l'entreprise financière en entreprise commerciale. Mais donc j'ai pu d'accord. continuer avec cette société. Donc en 2020, quand le projet Wonjo naît, en fait c'est une marque Ouais, c'est ça, que j'ai ça fait développée. un historique de société en plus Bah bien existant, sûr, donc ça c'est cool, ouais, 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 bien sûr. d'accord. Aujourd'hui, voilà, on a plus l'entreprise, elle a plus de 20 ans, mais c'est depuis 2020 qu'on fait de la QVT. Et ça, j'essaye d'être la plus honnête possible. Voilà, c'est écrit clairement, je le dis. Ça fait 3 ans que vraiment on intervient en qualité de vie au travail. Et alors pour le coup, Wunjo, c'est quoi la marque? Ça veut dire quoi? Tu l'as créé comment? C'est toi qui es une spécialiste de la communication, faut que toi-même tu nous racontes ça. J'imagine que tu as protégé ta marque un minimum en bonne professionnelle de la com? Ah oui, elle est protégée. D'ailleurs, si on tape Wunjo sur Internet, on va trouver essentiellement un groupe de métal qui s'appelle D'accord, comme ça. sympa. C'est assez drôle. Wunjo, c'est le nom d'une rune celte. Une rune, c'est un symbole. Donc, dans D'accord. la culture française, la culture française et provient de la culture celtique. Oui, oui, Les mmh. Celtes, quand ils avaient envie de savoir quels étaient les messages que l'univers leur envoyait, ils tiraient pas des cartes de tarot, eux ils tiraient des runes. Donc c'était un petit sac en cuir dans lequel il y avait des cailloux avec des petits symboles dessus. Donc ils mettaient la main dans le petit sac en cuir et ils tiraient une rune, un symbole, et c'était le message que la vie t'envoie, ce à quoi il faut que tu fasses attention, ce qu'il faut que tu chérisses, etc. OK. Et l'une des runes s'appelle Wonjo. C'est la rune de la fraternité et du bien vivre ensemble. C'est la rune de la solidarité. Et elle prend OK. une forme, c'est un drapeau en fait, c'est un espèce de grand P pointu. Et pourquoi c'est un drapeau? Parce que à l'époque, les Vikings sur les dracars avaient donc les drapeaux tout simplement de leurs bateaux quand ils partaient sur les Mmh. mers, au combat, à la découverte, à l'aventure. Et le drapeau en haut du dracar portait le symbole, le logo de cette entité qui nous rassemble, donc de cette marque, de ces couleurs, de ces formes qui font qu'on est fier d'appartenir à. Donc Mojo D'accord. porte la promesse d'un bien vivre ensemble, d'une solidarité, d'une fraternité, rassemblée autour d'une grande fierté d'appartenance à quelque chose qui nous relie. Yep. Et ben, Voilà. au moins ça c'est Ouais, ça a du belle sens. Même si ouais, le nom est ça a du assez sens. compliqué à prononcer et à retenir, oui. Mmh, 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 mmh. Yes. C La structure actuelle, elle est organisée avec, des collaborateurs, des partenaires, des consultants? Comment tu as géré justement comme tu dis la taille, le fait qu'il y ait plein de boulot, qu'il faut structurer tout ça? Est-ce que tu es en ce moment justement, confronté à ces problématiques presque juridiques de: «Tiens, comment je vais structurer le train pour qu'il aille, plus loin encore?» Pas d'un point de vue juridique, c'est plus un sujet financier et donc RH, puisque là, ce dont on a besoin, c'est de force vive au C'est de siège. Hein. ressources, ouais, c'est de Voilà, ressources, ouais, ouais. on est 4 au siège, on est en train de monter à 5, a priori 6, peut-être même 7 au mois de septembre. Donc, on est en train d'étoffer les services support au siège. C'est Et ça. ensuite, la force de frappe pour aller sur le terrain, pour réaliser les missions Ouais, de c'est les conseil, missions de qui vont formation. chez les clients, chez Là, les en fait, c'est là où entreprises. je fédère un réseau absolument merveilleux, D'accord, avec beaucoup de femmes, beaucoup plus que d'hommes, que d'accord, des passionnés, des experts bien sûr, des gens en qui j'ai énormément confiance. Ils sont absolument passionnés, ils sont hyper engagés, ils sont très reliés par la marque Wonjo, par l'identité qui est très forte dans notre d'accord, boîte. d'accord. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises où quand tu es prestataire, tu coécris la raison d'être, tu définis les valeurs. Mmh. Rares sont les organismes de formation qui sont transparents sur les tarifs avec leurs prestataires. Chez nous, tous mes prestataires ont le Tout est bilan de transparent. l'entreprise, par Tout exemple. d'accord, Tout est d'accord, transparent. Ils d'accord, décident de waouh. tout, ils sont chez eux et en fait, on est plus une famille. Bien On sûr, ouais. s'entraide, on fait des groupes d'analyse de pratique. Quand il y a quelqu'un qui a un coup de mou, ben on est là pour lui remonter le moral. Il y a beaucoup d'amour entre nous en fait. Ouais, c'est Yes. assez fort. Hein. Ouais. Et en fait, toi, finalement, on va appeler ça la maison mère, le siège, vous recevez les demandes, entrantes, les demandes des clients et vous les dispatchez vers les consultants, vers C'est ça. les En membres en de gardant Wunjo la qui main de la gestion, de projet, de l'écoute du c'est client, de ça? la qualification, D'accord, du conseil. Et une fois que le projet est bien bordé, on embarque 1, 2, 3 personnes du collectif pour, aider à façonner vraiment la mission. Et puis ensuite, les personnes vont délivrer,
la presta. Ça fait un fonctionnement hybride, c'est-à-dire qu'en gros, tu te retrouves avec une société qui a son fonctionnement avec ses charges et cetera, son chiffre d'affaires, son bilan et cetera et tu as des indépendants, Exact, qui, viennent compléter l'équipe, qui sont des collaborateurs mais externalisés, en fait c'est et ça, donc c'est un mode de fonctionnement, voilà, que j'appelle hybride, qui est très intéressant ces derniers temps. Il y a la montée en puissance de ce qu'on appelle des collectifs de c'est freelance ça, notamment, parce que évidemment, pour ceux qui connaissent ça et qui l'ont connu, une entreprise qui grossit avec beaucoup de salariés, c'est aussi beaucoup de charges, beaucoup de dépenses, qui sont, bah, pas évidentes à gérer, voilà, et ça donne une certaine lourdeur administrative et une certaine criticité dans le chiffre d'affaires et dans la trésorerie, la fameuse trésorerie qui est le nerf de la guerre. Et donc, c'est vrai que ce mode de fonctionnement, toi, en plus, on sent ce que tu nous dis, c'est-à-dire qu'il y a un rattachement très fort, à la marque et à la et à la base, à la base Wunjo. Donc ça, c'est chouette, c'est vraiment, c'est un intéressant. modèle qui offre énormément de flexibilité. Parce qu'effectivement, il n'y a pas cet engagement d'un contrat. Par contre, pour celles et ceux qui vont nous écouter, il y a quand même une limite. Et je vais parler juste avec la casquette chef d'entreprise Ouais, gestionnaire. ouais, c'est ça. C'est que quand une prestataire que je fais bosser commence à me facturer 30 ou 40 000 euros à l'année de prestation, Il faut pas que euh, tu sois son client principal. alors ça oui, on y veille et il n'y a pas de lien de dépendance. Voilà, C'est ça ça, on y fait ouais. attention d'un côté comme de Pour l'autre. pas qu'il y ait de requalification Contrat de travail en cas en de contrat de souci. travail. Oui, Ouais, bien sûr. ouais, Mais ouais. au-delà de ça, c'était sur la dimension rentabilité. Là, typiquement, on réfléchit à prendre une psychologue salariée dans l'équipe parce que D'accord. ben, ça coûte moins cher d'avoir une personne à temps plein, Bah un oui. salaire chargé, que d'acheter une prestation Que de d'acheter, deux de jours par sous-traiter, en fait, mois. là, on parle de sous-traitance, en fait. Ouais, c'est Exactement. ça. Donc, il y a, J'ai tu vois, il y a au niveau du ouais. modèle économique, il y a un truc à trouver entre la flexibilité de pouvoir faire appel à plein de talents différents et Mmh à un mh. moment donné, un seuil en termes de volume d'activité qui veut que l'internalisation soit plus intéressante. Ça me fait sourire parce que j'ai vécu ça, en 2010 et D'accord? c'est pour ça que je suis parti en Chine en 2011. Parce qu'en fait, on avait tellement de sous-traitance, nous, moi, je suis dans la partie développement, tu vois, IT, et cetera et donc à un moment donné, j'ai réuni, bah, les associés, de l'époque et je leur dis: «Écoutez les gars, on est en train de lâcher quasiment un 1/2 million d'euros de sous-traitance. Il y a un problème, quoi». Donc en fait, on est parti en Chine, on a été monter notre propre plateau de production pour arrêter de sous-traiter, tu vois? Et de réinternaliser, bah, effectivement la production. C'est qu'à un moment donné, quand tu commences à sous-traiter autant d'argent, tu te dis: «Waouh, bon». Ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc à trouver entre les deux, que ça dépend du marché, ça dépend de la maturité du business, du volume. Je pense, tu vois, en t'écoutant, ça m'évoque aussi. J'ai été moi prestataire pour une très très grande entreprise française. J'ai été prestataire permanent, Patrick. Ah oui, oui, Prestataire permanent. Écoute le concept. Je te prends toi consultante un jour par semaine pendant 3 ans. Tu es donc prestataire, mais c'est tellement long que ça s'appelle prestataire permanent. Je te paye horriblement cher. Je juge pas la valeur ajoutée, hein, juste les honoraires sont les très honoraires, élevés, ouais, c'est de voilà, la mission. Mission en général, c'est facturé en journée homme, comme on appelle ça. en jour homme C'est exactement. un tarif jour homme, Et voilà. à l'issue de 3 ans, en fait, quand je m'en vais, eh ben le savoir il part avec moi. Et ouais, Et toi qui es un amoureux de la connaissance et de la compétence, moi je me dis ils viennent de me payer pendant 3 ans et exactement. j'ai fait mon job, j'ai fait ma mission pendant 3 ans, mais quand je repars, Mais tu as pas l'entreprise, documenté, quoi. Tu laisses pas, les archives et les trucs et les documents, quoi. Pas moi tant que ça, en tout cas. en fait, moi, je suis quelqu'un qui trace beaucoup, je fais beaucoup de comptes rendus, tout ça. Oui, mais ça reste des docs Word sur un serveur de fichiers. Le savoir-faire, Et lui, le savoir-faire, il y a personne en interne qui est monté en puissance. Et en fait, ce concept-là, il me dépasse un peu. Et c'est là où il peut y avoir des limites quand une entreprise s'appuie sur beaucoup de sous-traitants. Je prends l'exemple de, nous, on est pour moitié organisme de formation. Quand j'ai une demande d'un prospect qui me dit, voilà, les managers aujourd'hui, c'est compliqué pour eux, ou les équipes sont en souffrance, il faut que je sois en capacité d'écouter ce qui se passe, de poser les bonnes questions. Et ça me mmh. demande d'avoir une expertise de terrain. Si je ne vais pas régulièrement sur le terrain, si je n'échange pas beaucoup avec mes formateurs et mes formatrices, alors je suis dans l'incapacité. Tu perds le lien avec la réalité, là. Ouais, ouais. Exactement. Et donc, je peux pas qualifier la demande du client correctement. Du coup, je peux pas envoyer la bonne personne. Du coup, je peux pas vérifier la qualité du travail qui a été délivré. Du coup, je peux pas être force de proposition pour faire du cross-selling derrière. Il y a C'est ça. Et donc, quand tu fais appel à des prestats, enfin, moi, il me semble que c'est un conseil intéressant à donner, c'est
rentre à l'intérieur de ce. C'est pas juste tu lui envoies la patate de la presta. Oui, c'est ça. Tu façonnes le truc avec, fais des Hein. débriefings et vas-y toi aussi une fois de temps en temps quand même. Ouais, Aujourd'hui, tu rayonnes, au niveau géographique, tu rayonnes, comment? sur toute la France. Toute la France? Ouais, ouais. Et si tu montais une franchise? Ça serait pas une Alors bonne idée, ça? c'est marrant que tu dises ça. En fait, le projet, Monter une franchise? en fait, le projet d'entreprise est très très ambitieux. L'idée, c'est de faire un POC sur l'équipe du siège, sur le POC, proof of concept, hein, pour ceux qui voilà. nous écoutent. Yes. C'est de faire la preuve du concept en fait au niveau du siège. Nous, on est installé dans le Tarn, à l'est de Toulouse, et on s'est donné quelques années pour monter la marque, la com, les offres. On pourra en reparler si tu veux, parce qu'on a quelque chose qui est très très disruptif dans notre offre et qui est du digital. Donc, on a fait énormément d'investissements, de R&D, etc., pour arriver à une entreprise qui est mature depuis l'été dernier. Ouais, c'est-à-dire que, tu vois, et en gros, mars 2020, été 2023. 3 ans, un peu comme si c'était une recréation de l'entreprise, même si la boîte est vieille. Et là, on est arrivé à maturité l'été dernier. Aujourd'hui, j'ai un très, très beau bébé qui est prêt à exploser et c'est ce qui se passe. En fait, ça y est, c'est parti. Je souhaite faire la preuve du concept au niveau du siège, pouvoir modéliser ce qui fait que ça marche aujourd'hui. Et le projet de départ, c'est d'ouvrir, en fait, d'essaimer sur tout le territoire français et de créer des petits Wonjo un petit peu partout avec mon rêve, mon ambition, mon rêve, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est de pouvoir confier à des anciens patrons burn-outés qui ont déposé le bilan, qui sentent que ça y est, ils sont transformés, qui sont d'aplomb, quoi, à voilà, nouveau. qui se sentent à nouveau d'aplomb, mais pas suffisamment d'aplomb pour repartir d'une feuille blanche, aller chercher de l'argent dans les banques, remonter de la com. Recommencer page blanche, quoi. C'est dur, ouais. L'idée, c'est que recommencer entre guillemets à zéro, même si ça n'existe pas, ça demande une énergie folle. Et quand tu es en rémission de burn-out, c'est compliqué. Et par contre, tu as des talents, des compétences incroyables et du coup, une sensibilité aussi à la santé au travail et la prévention. Ouais, et donc, j'aimerais confier tout ce bébé qui a fait sa preuve du concept, la mettre entre les mains d'hommes et de femmes à Nantes, à Marseille, voilà, pour que tout ça. C'est un bon, on a dans le marketing, on appelle ça la niche. C'est une bonne niche, là. C'est un bon nichage de projets et de ciblage de potentiel de développement. Ouais, c'est chouette. Et c'est marrant que tu m'en fasses parler parce que j'en parle pas souvent. C'est comme si j'avais un peu honte de l'ambition, tu vois. Bah ouais, mais en fait, il faut pas, hein. Toi et moi, on sait qu'il faut y aller, hein. On lâche les chevaux au galop. Yes. Merci de m'encourager à ça. En tout cas, c'est cool, ouais. En fait, c'est pas une boîte comme les autres, Wonjo, dans le sens où, encore une fois, on vient de l'économie sociale et solidaire et que nous, notre seul sujet, c'est l'impact social. On veut faire du bien aux humains. Et plus on est loin géographiquement, plus c'est compliqué de faire du bien à l'humain. Et en plus, quand on se déplace, on fait du mal à la planète. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui tourne pas rond. C'est antinomique un peu. Il y a un truc qui va pas, ouais. On a envie d'être intègre, d'être exemplaire. Et voilà, ici, demain, il y a une entreprise, là, j'ai un exemple, une boîte à Strasbourg qui nous demande d'intervenir. Putain, la nana que je lui envoie, elle va traverser toute la France. Si la cliente demain, elle a besoin d'une intervention en urgence, on ne sait pas la lui faire et ça va coûter à la planète. Enfin, et donc, je me dis que ça peut être vraiment bien d'avoir des écosystèmes. Il faut que tu trouves des antennes locales. Un réseau. En fait, c'est un maillage. C'est pour ça que je parlais de franchise, moi. Mais bon, il y a un truc à trouver pour que ce soit un maillage, un réseau d'antennes Wonjo. Ouais, c'est bien ça. On verra, chaque chose en son temps. Là, voilà, on est en train de profiter de la vague et vraiment d'obtenir de l'impact. Donc, yes. Alors, tu m'as parlé à plusieurs reprises de entre-donneurs. J'aimerais bien que tu comprennes ce petit toboggan-là et qu'on aille faire un tour dans le parc. C'est un mot qui m'a été suggéré il y a pas très très longtemps, peut-être il y a 1 an. Je lisais un article et là je me suis dit juste oui quoi. Mais oui, c'est exactement ça. Grand oui, ouais. Ça m'a toujours dérangé de dire que j'étais entrepreneuse et je me surprends à encore utiliser en fait ce mot parce que il est dans le vocabulaire commun. Mais en fait, quand tu y réfléchis bien, on dit qu'on crée des entreprises. Donc, on se prend entre nous, qu'on est entrepreneur. Donc, et là, je me suis dit, mais en fait, à qui je prends? C'est tellement pas l'énergie avec laquelle je crée. Et cet article-là suggérait de dire entre-donneurs pour changer du mot entrepreneur. C'est ça. Qu'on s'entre-donne. Et je trouve que la symbolique et l'énergie me correspondent davantage. Par contre, je remplace le mot entreprise par le mot société. Et j'aime aussi ce changement de vocabulaire
parce que entreprise, donc tu as bien compris que ça me pose un souci. Mais en fait, comment on remplace le mot entreprise? On va pas dire bonjour, je dirige une entre-don. Enfin, tu vois, ça veut rien dire. Ouais. Et je trouve ça dingue de se dire que, en fait, Il y dans a la pas, société, y on a pas crée le des mot, entreprises. y a pas le mot qui va bien, quoi. Mais en fait, on crée des sociétés. Une société par action simplifiée. On crée bien des sociétés. Ouais, c'est des Et je trouve ça sociétés. Ouais. tellement beau de se dire qu'une entreprise, c'est en fait une société, c'est-à-dire c'est un microcosme d'êtres humains, c'est Ouais, une société dans la société. c'est un groupement d'individus. Ouais, Ouais, tout à fait. voilà. Ouais. Donc, Yes. je préfère dire société à mission qu'entreprise à Ouais. mission. Alors moi, d'ailleurs, je suis en train de pendant que tu me parles, je suis en train de me faire la remarque que j'utilise quasiment jamais le mot entreprise. Moi, je parle de boîte. Tu sais, on crée des Ouais, boîtes. ouais. Il y a des boîtes, mais bon, et après, il y a le côté enfermement, mais les gens dans les boîtes, tout ça. Mais bon, moi, j'utilise beaucoup le mot boîte, mais je préfère société aussi, ouais, je suis d'accord. Ça a Ouais, c'est ça. un côté, effectivement, il y a plusieurs sens au mot société, et là, c'est le sens de la société, justement, de réunion d'hommes et de femmes et C'est d'individus. ça. Le Donc, collectif de travail, en fait. c'est ça, un collectif, ouais, c'est bien, Qui a sa propre c'est un peu histoire, ses sympa. Ouais. propres valeurs, ses rituels, ses tabous, ses hommes clés, enfin voilà. Mais c'est un Yep, yep, yep. écosystème en tout cas. Ouais, ouais. Donc là, quand même, alors, ce qui est intéressant avec tout le parcours que tu viens de nous raconter, c'est que tu es, finalement, amené là, à avoir un espèce de jonction un petit peu des chemins parce que tu réfléchis à quelque chose qui est, stratégique, pas de pivot, c'est pas le mot là, pas du tout, mais c'est, de structuration, d'organisation de ton étoile du Nord quoi, de ce que tu veux faire de Wunjo, à long terme en fait. Ouais. C'est un peu ça, dans la charnière dans laquelle tu te trouves là en ce moment? Ouais, en fait, tu vois, je suis un peu bloquée parce que j'aime bien la façon dont en fait, tu me renvoies ce que j'ai dû générer chez toi, donc c'est intéressant. Je pense que j'ai pas grand-chose à te dire en réaction, si ce n'est te remercier et accueillir la façon dont dont tu digères ce que je t'ai dit. Ouais, bah, Yes. c'est en tout cas, c'est ce que je comprends et je trouve intéressant, que justement tes parcours de vie, tu vois, tes parcours de vie précédents, eh bien, je trouve que c'est des atouts parce que comme tu as connu comme ça diverses organisations et puis, je dirais des modes opératoires qui étaient très, bouleversants et changeants, différents, hein, entre le digital nomade, et puis, maintenant, tu vois, être comme tu dis, plus structuré, devoir grossir, rajouter une équipe, constituer une équipe plus forte au noyau central, tu vois, c'est des changements pour toi même de fonctionnement. Et ben c'est vrai que tu as été nourri finalement de tout ton avant pour aujourd'hui essayer de construire, puis c'est pas même pas essayer, tu vas le faire, construire un petit peu le rêve que tu as de projet idéal. Parce que moi j'ai un peu l'impression que Wunjo c'est ton projet du reste de ta vie comme on dit quoi. Tu vois, Je moi si je crois ne perds bien. jamais, si je ne perds jamais moi le projet du reste de ma vie, mais toi ça m'a l'air d'être Wunjo, j'ai l'impression. Ouais, ouais, je crois bien. Je suis extrêmement attachée à ma boîte. Je suis pas la seule. Voilà. On a même voilà des clients qui viennent vivre à l'intérieur de notre entreprise pour voir Mm. comment c'est, enfin qui hallucinent même. Bah, nous on se fait des câlins, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, j'allais t'emmener raconte-moi, justement comment tu as, les valeurs, tu vois le sens que tu as, il y a ce qu'on appelle la marque employeur, tu sais la marque employeur et cetera. Toi tu as créé comme ça? Tu as créé une charte ou vous avez Bah, une on a créé. culture comme ça de ouais? Du coup, ouais, c'est exactement ça. La deuxième année de l'entreprise, on s'est réunis sur un chantier qui nous a duré toute l'année, qui était le chantier raison d'être. D'accord, Donc, on ouais. a réfléchi, travaillé, organisé des ateliers créatifs, d'intelligence Mmh. collective pour sortir en fait de chacune et de chacun d'entre nous la raison pour laquelle on aimait Wunjo sans jamais avoir mis des mots dessus et qu'est-ce qu'on avait D'accord, envie de faire avec ce moyen qui était cette structure. Et on a posé tout ça et on s'est rendu compte que finalement ce que moi j'avais senti, parce que je réunis des gens mais parce que je les sens, parce que j'ai envie, le dénominateur commun il était incroyable, avec en même temps vachement de diversité. Et on a mis tout ça dans un grand pot commun et on a fini par aboutir à la formulation d'une raison d'être, qui est sur notre site internet. On réfléchit à devenir société à mission bientôt, puisque d'accord. quitte à avoir une raison d'être et des grands objectifs stratégiques, autant les mettre dans les statuts. Enfin, tu vois, c'est un peu dommage, mais donc 1 an de travail sur la raison d'être. L'année suivante, je dis ok, c'est bien, on sait pourquoi on existe et on sait ce qu'on a envie de produire comme impact. Maintenant, comment on a envie de le faire pas tant sur la dimension axe stratégique et opérationnel, mais comment on a envie de le faire dans notre posture, dans nos comportements. Et donc, on a engagé un chantier sur 1 année d'écriture, de définition et d'écriture de nos valeurs, donc la culture D'accord. d'entreprise.
où on a abouti à la formalisation de 4 grandes valeurs, avec le petit texte qui va bien à côté, dans lequel on se retrouve tous, D'accord. et qui sont en passe d'être totalement déclinées sous la forme d'une charte comportementale, qui est pas un document que tu signes à la vie à la mort où tu t'ouvres les veines. Hein. Ouais, ouais. C'est un contrat relationnel qu'on a entre nous et qui est vraiment validé. Et là, cette année, on a un troisième chantier qui, encore une fois, accompagne tout le collectif, qui est celui de l'impact et de la mesure d'impact. Puisqu'on D'accord. sait pourquoi on existe, on sait avec quelle âme on a envie de faire les choses. Par contre, concrètement, comment on mesure que nos actions, elles ont la portée qu'on leur prête. Comment est-ce qu'on fait pour refuser des missions quand l'intention profonde du dirigeant, elle n'est pas aussi saine que ce qui nous est présenté par notre interlocuteur. Comment on fait pour sécuriser que la promesse qu'on fait aux travailleurs et aux travailleuses de s'occuper d'eux, c'est pas juste nous, petits prestataires gentils et pleins d'énergie qui l'apportons, mais qu'il y a vraiment Ouais, une volonté, et des moyens. que la direction, porte, que la Et des direction moyens, porte le truc, ouais, Patrick. ouais. Parce que Oui, l'intention, là, on la voit de plus en plus. Hein. À un moment donné, quand tu n'arrives plus à recruter et que tout le monde se casse, bah forcément, tu te dis en tant qu'employeur, si t'es pas trop bête, ouais, je vais faire de la QVT, comme ils disent, hein, faire de la QVT. il va Bref, falloir que je retienne un peu les talents, quoi, ou que je ben les fasse venir et ça c'est ça. Et comme ce qui est bon à l'intérieur se voit à l'extérieur, mais que quand c'est pas bon à l'intérieur, ben ça se voit aussi. Hein. Merci ouais, à ouais, ouais. Ptimel. Yes. Voilà, la QVT va devenir un réflexe. Donc l'envie d'aller faire de la QVT, elle y est. Par contre, enfin voilà, aujourd'hui, on nous achète l'organisation d'une réflexion, de l'écoute salariale, la mise en place d'une démarche. Par contre, les moyens qui sont mis en face pour vraiment prendre soin des humains, c'est une autre histoire. Hein. Vraiment, Yes. Ouais, vraiment. je veux bien le croire. Donc c'est les sujets voilà qui, mon avis de cette année et de l'année prochaine, sur à quel point on peut on rentre vraiment dans du concret et de l'opérationnel et à quel point vraiment on change la vie des gens. Comme j'ai suivi tout ce que tu me racontais, j'ai bien retenu que, cette la boîte, la société actuelle, elle date de 2008. Enfin, c'est le prolongement de 2008, donc c'est toujours ta boîte. Est-ce que tu as des velléités d'ouverture à d'autres associés, du capital? Comment tu gères cet aspect-là? Parce qu'il y a un côté très fort là, tu viens de nous le raconter sur le côté ensemble, collectif, on crée les valeurs, le bidule et tout ça, mais finalement, maintenant, on va parler un peu d'argent quand même aussi, ça compte. Voilà, tous ces aspects-là, est-ce que toi, tu as des envies? Tu as des envies de, par exemple, d'investisseurs? Est-ce que tu as des envies d'ouvrir le capital ou d'avoir d'autres associés, peut-être les collaborateurs, je ne sais pas. Est-ce que tu J'ai réfléchis à ça? eu l'envie l'année dernière de m'associer et pourtant j'avais trouvé quelqu'un de très très bien, mais ça a pas matché. Et en fait, je l'ai plutôt pris comme j'ai été associée hein, dans toutes les autres entreprises que j'avais avant, donc j'ai pas de problème avec le partage de pouvoir justement. Mmh. Là aujourd'hui, la boîte est tellement liée à ma vision à moi et la boîte elle crache pas de fric aujourd'hui. On va être très clair, hein, on est en politique d'investissement à 100%, donc c'est pas une boîte qui vaut de l'argent, c'est une boîte dans laquelle, en gros, si tu viens comme associé, tu vas faire que bosser comme un dingue et t'as intérêt d'être passionné parce que si demain on évolue sur une autre forme de gouvernance, pour moi, ça sera pas tant un associé qui amènera du cash que plutôt un format scope ou en tout cas une coopérative Ouais, de propriété de j'allais l'entreprise. demander ça, ouais. Demain, si je crée les filiales, là, les agences, les franchises, euh, je prendrai part au capital mais la personne, il faudra qu'elle reste vraiment chez elle aussi, tu vois. Je vais être Bien plutôt sûr. dans une logique d'essaimer et de mettre le pied à l'étrier, Mmh, 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 mmh. plutôt que de partager ce qui existe aujourd'hui, qui vaut rien parce Yes. que on ne fait que dépenser de l'argent, puisqu'on fait que de la R&D et de l'éducation populaire. On investit 100% de ce qu'on gagne et on fait 20% de bénévolat dans notre entreprise. D'accord. Quand je dis à mes clients, quand vous me signez un bon de commande à 10 000 euros, faut que vous compreniez on va gagner au final 1 500 de marge. Les 1 500 vont être intégralement réinvestis à faire de l'éducation populaire pour faire bouger les représentations et les mentalités des employeurs et des employés et pour faire de la recherche et développement pour aboutir tous les travaux et la connaissance qu'on a de ce qui fabrique un bon sentiment de bien-être au travail chez les collaborateurs. Donc en fait, jamais on s'engrosse financièrement. Et en même temps, tu vois, tu me dis ça et je rigole là tout seul. Excuse et moi, tu vois, par exemple, est-ce que, je vais te poser un constat. De mon point de vue, en tant qu'entrepreneur, j'essaye d'avoir une maximisation, une optimisation
des revenus de la société, Ouais. de mes sociétés, j'en ai plusieurs, pour pouvoir, en fait, investir plus que ce que je peux. Et en fait, c'est assez paradoxal ce sujet-là que je suis en train de t'évoquer parce qu'en gros, c'est en optimisant à l'extérieur de la France que j'obtiens plus de capacité d'investissement dans la France. Tu vois le délire? C'est-à-dire qu'en gros, si je fonctionne avec, voilà, les impôts sociétés, enfin tout le truc normal en France seulement, bah, en fait, j'ai globalement moins de capacité d'investissement pour faire ce que j'ai envie de faire en France. Patrick, je vais te proposer un truc, c'est que tu m'appelles et que D'accord, tu m'expliques. on va se parler. On va se parler de ça. Et c'est parce que je voulais te dire ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, tu interviens sur donc le social, l'humain, et c'est très important. Mais en même temps, bah, enfin, je veux dire, t'es pas une ONG, quoi. C'est-à-dire que tu es une société. À un moment donné, tu dois faire aussi des résultats, des profits pour avoir justement des capacités d'investissement. Donc, il faut pas que tu sois à zéro. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, il faut dégager quand même des revenus, justement pour avoir plus de capacités d'investissement. Donc, je me demandais si tes clients, tu vois, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un côté, on va payer très cher une mission de conseil, tu vois, genre à des consultants, je sais pas quoi, on va pas citer de marque, mais des Capgemini ou je sais pas quoi, on va payer très cher une mission de conseil. Et là, comme c'est, je sais pas quoi, sur de l'économie ou de la stratégie, etc., bah, ça coûte cher et voilà, il y a une grosse prestation, on fait beaucoup de marge. Et puis toi, bah, comme c'est du social, en fait, bah non, tu vois, tu vois ce que je veux dire, ta gamme tarifaire, eh Ouais. ben, on va pas te la payer, quoi, Alors, ou je pas, vais peut-être pas faire une autant. petite précision, mais je maintiens que ça m'intéresse comme le bon plan que tu étais en train de passer. Nous, on est très cher chez Wonjo. On est sur un positionnement haut de gamme. Enfin, on est très cher. Non, c'est pas vrai. Non, mais Si, c'est pas si, dans très cher, l'esprit des c'est gens, le on est prix, cher. quoi. C'est le prix de Exactement. la valeur de ce que vous apportez sur le social Mais et on sur n'est la communauté, quoi. pas, on n'est pas du tout discount. On Ouais, fait c'est pas ça. pleurnicher les gens parce qu'on travaille dans le monde du social. Pas du tout. On a Bon, un d'accord. cabinet conseil, un organisme de formation sur un niveau haut de gamme. On a des honoraires. On n'intervient pas en dessous de 1500 euros la journée. Ça, c'est très clair. Et on peut monter au-dessus. Enfin, par contre, juste ce que je dis, c'est que la façon dont on utilise la Ouais, marge, tu réutilises tout ça. Ouais, c'est systématiquement réinjecté. Voilà. d'accord, je comprends. Avec des salaires décents, les prestataires ils sont bien payés, voire même ils sont très bien payés. Ça c'est hyper Mmh mh. important parce que Mmh. c'est quand même eux qui délivrent le truc, Ah, voilà. c'est ça, ouais, si tu veux avoir les bons, candidats, enfin pas candidats, c'est pas des candidats, mais si tu veux avoir les bons intervenants, les bons Ouais. collaborateurs, évidemment, il faut qu'ils s'y Mais retrouvent je trouve aussi, que ça c'est évident. intéressant, tu vois, ça c'est quelque chose qui est un peu mature depuis pas très très longtemps chez nous en termes de discours parce que souvent quand tu viens de l'ESS, en fait, il y a des choses qui sont évidentes pour toi parce que c'est ton prisme. Tu vois, le partage de pouvoir, le partage de valeur, pour moi, c'est juste évident. Quand j'interviens dans des grosses structures ou en codir, je vois les gens, ils lèvent le doigt pour avoir le droit de parler. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Attends, c'est ça y est, tu vu ça toi? Mais Hein? bien sûr, et encore il y a pas longtemps, ou Ah ouais? en réunion où tout le monde est derrière son ordinateur et traite ses mails pendant que le manager anime la réunion. Enfin, c'est Ah non. bon, bref, on est tellement éloignés, Waouh. nous Moi, je connais plus ça. structurellement. Je connais plus ça depuis Mais longtemps, oui. mais Dans l'ESS, si tu veux, nous, voilà, on vient du travail social. On peut avoir cette image un peu qu'on est bab, tu vois, et qu'on n'a pas de thunes, et voire même qu'on vit au crochet de la société. Enfin, mais par contre, on a des grands cœurs, on est gentil, quoi. Tu vois, si le monde s'effondre demain, c'est nous qu'on vient voir. Oui, on est tout ça, mais on est aussi en capacité de délivrer de la haute qualité, de faire de l'argent avec ce qu'on fait. il Par faut contre, des moyens, quoi. Je le veux dire, à un seul moment truc, donné, quand mais c'est ça. quand tu veux délivrer quelque chose avec de la valeur, avec de l'impact, et cetera, bah, il faut des moyens, quoi. Il faut des trucs Mais la qui question, ouais. c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent, tu vois. Et nous, dans le ESS, on crée pas des boîtes pour faire de l'argent, on crée des boîtes qui vont faire de l'argent c'est au service systématiquement d'une cause qu'on dit noble. Pour nous, chez Wonjo, la cause qu'on défend, c'est même pas une cause noble, c'est une cause vitale. Oui, Tu vois, c'est ce qui est, fondamental, ce qui quoi. est noble, Ouais. ça peut avoir un côté un peu, on se fait plaisir, c'est noble, tu vois, non, mais nous, on parle du burn-out qui fait x4 en 4 ans. Nous, on parle de ces foyers qui sont brisés parce que monsieur qui est cadre sup, quand il rentre, il vaut plus rien et il faut même pas lui adresser la parole parce que toute la journée, il s'est fait laminer par une équipe dans laquelle il y a des tensions ou par un actionnaire qui lui demande plus, qu'il n'a aucune conscience de ce que vit ce monsieur. Nous, on lutte contre un fléau qui est sociétal, qui est la qualité de la vie tout court. Mais notre champ de bataille, c'est la qualité de vie lorsque la personne est en situation de travail. Et tu luttes d'ailleurs sur des sujets, qui sont, comment j'ai pas le mot, mais c'est genre un peu secret, enfin on n'en parle pas, tu vois ce que je veux dire? Ça se sait pas quoi, Je vais il même y te dire a pire que ça, Patrick. c'est ça quoi, c'est Écoute bien.
une boîte qui a des taux de burn-in, donc les gens qui sont en train de glisser dans le toboggan, pas burn-out, Mhm. parce que burn-out, ça y est, t'es terminé. Hein. Ouais, ouais. Et Donc, c'est trop tard une là. Il y boîte a qui a eu des taux de burn-in très, 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 très élevés. Ok, on intervient, on anime des sessions de sensibilisation pour expliquer ce que c'est que le burn-out. Donc, je suis en train de te dire que nous, on explique, donc on fait de la prévention primaire, hein, ce qu'est le burn-out, pendant que les gens, en fait, ils sont au bord de s'effondrer. Donc, déjà, tu comprends que c'est un peu déconnecté, mais il faut bien mettre des mots. Et quand les gens nous entendent mettre des mots, quand on intervient en conférence, en webinaire, en C'est formation, ça. putain, là, il y a des prises de conscience. Ok. On intervient, ça se passe super bien, c'est très puissant ce qui se vit, etc. Et à l'issue de la prestation, je demande si je peux faire un petit billet sur LinkedIn pour valoriser cette démarche merveilleuse qu'a eu cette entreprise de mettre en place des cycles. On est allé dans plein de services, etc. Tu Je vois. sais ce que tu vas me raconter. Ouais. Et là, ils me disent, mais non, mais Emmanuel, Surtout mais pas. surtout pas. Secret défense, quoi. C'est secret défense. Comment vous C'est voulez pas. que je recrute si on voit que dans notre boîte, on fait des sensibilisations au burn-out? C'est-à-dire que d'un côté, je prends soin de mes humains, mais d'un autre côté, si je prends soin de mes humains, c'est bien parce qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Ouais, je comprends ça. Ouais. Et aujourd'hui, hein, c'est encore très fréquent, Patrick, hein, qu'on nous dise, vous venez dans les équipes, mais par contre, il y a un mot qui est interdit, hein, stress. Vous parlez pas de stress, hein. Mais on est obligé de rigoler. C'est-à-dire que vous venez faire une intervention sur le risque psychosocial et la qualité de vie au travail, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot stress. Bon, bah, je suis pas sûre qu'on va travailler ensemble. Il y a des interventions qui se font avec genre psychologue du travail, des trucs comme ça? Bien sûr. Ouais, psychologue du travail et tout. Et des psychologues d'accord. interculturels. Il y a plein de disciplines en fait dans la psychologie qui touchent ces sujets-là. Est-ce que lié à la tu sais, moi, je suis un peu un bébé, hein, un lapin de 6 semaines, hein, par rapport à ça, parce que j'ai pas la taille de société, qui fait que je gère des aspects de QVT. Mais, est-ce que, dans la QVT, il y a aussi, tout ce qui va être, les choses liées à, diversité, harcèlement et cetera? Il y a ça aussi dedans? Exactement. En fait, j'ai presque envie de dire que la partie la plus visible de la qualité de vie au travail, si je mets de côté baby-foot et panier de fruits bio, hein, on est d'accord. C'est fini ça. De toute façon, les startups, elles ont plus d'argent, elles arrivent plus à lever de fonds. Le frigo qui est toujours rempli, ça existe plus. Ça existe encore ça? Ça existe de moins en moins et on s'est tellement moqué de ces dispositifs périphériques qu'effectivement il y en a de moins en moins et certaines directions qui seraient tentées d'installer des mini-golf partout, ils se Il y a retiennent. toujours des happy chief officers, ça existe toujours ça? Ouais, alors c'est un joli métier le CHO, c'est un métier pareil qui a été complètement galvaudé, mais pour en revenir à ces dispositifs-là, aujourd'hui, quand tu regardes un plan d'action qualité de vie au travail dans une entreprise qui fait même les choses de manière sérieuse, au final, les actions qui sont retenues, elles sont très, très régulièrement de l'ordre de la matière. Hein. Quand je dis la matière, c'est aménagement d'espace et ce qui a un vrai impact hein, sur ta capacité à faire du bon travail et à te sentir bien dans le travail. Ouais, l'ergonomie du poste de travail aussi, tout ça quoi. Ouais, d'accord. Ou les horaires de travail pour avoir de la flexibilité, pour la conciliation vie pro vie perso. Tout le télétravail, ça rentre là-dedans aussi là? Exactement. Donc en fait, on a toute la dimension très matérielle qui est assez bien considérée, tout ce qui est droit à la déconnexion, conciliation vie pro vie Ah oui, perso. ouais, droit à la déconnexion, tu Droit à m'étonnes. la déconnexion. Donc tout ce qui Ouais. permet à l'être humain de pas trop se bousiller le reste de sa vie parce qu'il travaille, tu vois. Et puis ce qui est embarqué assez naturellement dans la QVT aujourd'hui, c'est tout sauf suffisant, mais c'est déjà pas mal, c'est toutes les questions de diversité et d'inclusion. Où dans ces sujets de diversité, en fait, on va adresser la capacité à les recruter et à intégrer et à garder en poste de manière harmonieuse des personnes dites issues de la diversité. Donc, on va parler des femmes. Hein. Des fois, la diversité, c'est juste de prendre des nanas. c'est ça. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'être un trans truc machin, d'accord. Rééquilibrer quoi, un tout petit peu quoi. Voilà, c'est ça. Ou prendre quelqu'un qui est issu de l'immigration, prendre un jeune. Tiens, j'embauche quelqu'un qui a 56 ans, tu vois. Ça, c'est déjà de la diversité. Et des personnes avec handicap, ça rentre là-dedans aussi? Ouais, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Où il y a une manne gigantesque à côté de laquelle les employeurs passent. Ils n'arrivent pas du tout à recruter. Et en fait, il y a des personnes en situation de handicap qui sont des gens qui ont des compétences. Ils ne sont pas leur handicap. Bien sûr. Tu peux être en fauteuil roulant et être un extrêmement bon comptable, par exemple. Tu vois, c'est ouf. Exactement. Donc il y a tout ce volet-là, effectivement, inclusion qui vraiment fait partie de la qualité de vie au travail, mais qui, à notre sens, chez Wonjo, est beaucoup vécu sous la forme de ratio, de quotas, où c'est parce que j'ai plus le choix que du coup je vais m'ouvrir à la diversité. C'est pas vraiment une intention très très profonde.
Et pour nous, la qualité de vie au travail, elle va beaucoup plus loin que des cases, tu vois, de profil qu'il va falloir mettre chez nous, l'accord télétravail, la messagerie qui se coupe à 20 heures. Pour nous, il y a un élan de fond qui est bien plus profond, qui consiste à permettre aux équipes de se poser la question de finalement, quel est notre objectif commun? Après quoi on court tous ensemble? Où est-ce que chacun a sa place et comment on peut faire pour bien travailler ensemble? Parce que si on vit bien le travail ensemble, alors on sera efficace. Et donc nous, on est beaucoup plus sur ces notions de lien, de cohésion, d'ouverture à la diversité, mais pas parce que t'es noir. L'ouverture à la diversité parce que de toute façon, tu es différent de moi. Et c'est plutôt nous, à ça qu'on éveille les équipes. Je me disais, je réfléchissais pendant que tu me parles au sujet des prix et de combien ça coûte à une entreprise et tout ça. Et je me disais, en fait, est-ce que tu as, toi, pas des arguments qui sont entre guillemets tout trouvés pour convaincre les entreprises de s'engager dans la QVT, qui est que, entre guillemets, ça coûte très cher le dysfonctionnement d'une entreprise. Donc en fait, limite, tu vois, la prévention, l'anticipation des problèmes finalement valent tous les tu vois tous les tarifs qui arrivent après quoi. Parce que quand tu interviens en QVT mais en mode trop tard pour réparer, bah ça t'a déjà coûté une fortune quoi. T'as déjà en arrêt maladie, en arrêt de travail, en burn-out, etc. En reconversion, les gens ils se barrent, ils démissionnent. Donc j'imagine que ça coûte un pognon fou à une entreprise quoi. C'est ça. Après des entreprises qui mesurent ça, il y en a pas tant que ça. Qui fait des audits de ça? Pas personne quoi. C'est tous ces coûts indirects ou directs d'ailleurs, ils sont très très peu mesurés dans les entreprises. Ou alors ils veulent pas les voir, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, on veut pas trop mettre le doigt dessus quoi. On va pas commencer à dire oui, alors on a tant de démissions, de je sais pas quoi. Le problème, tu vois, que je retrouve dans la QVT et que j'avais déjà dans ma vie précédente sur la com, c'est qu'on intervient sur des sujets qui sont extrêmement difficiles à mesurer. On peut avoir des indicateurs quanti, mais dans tous les cas, ils seront absolument pas à la hauteur de ce qui se passe. Quand Bernadette, qui est secrétaire de direction, le matin, elle arrive et qu'elle a mal au ventre et qu'elle va vomir aux toilettes avant de prendre son poste parce qu'elle est horriblement stressée. On le mesure comment, ça, Patrick? Ouais, c'est ça. Et Bernadette, forcément, elle va avoir beaucoup plus de mal à bien faire son travail. Ah bah, c'est clair. Voilà. Ou alors, elle va le faire tellement bien parce qu'elle a tellement peur qu'on lui dise elle flippe tellement. Ouais. C'est ça. Que demain, elle va mettre la clé dans sa bagnole et elle n'arrivera plus à la tourner. Mais sauf qu'à l'instant T, quand tu mesures, elle est hyper productive, Bernadette. C'est là où Quanticali, il y a un moment donné, en tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait chez Wonjo. Nous, on bosse pour des êtres humains qui sont nos commanditaires et nos clients, qui ne nous demandent pas de faire cette démonstration, qui n'ont pas besoin eux-mêmes de monter en conscience sur le fait que c'est inadmissible d'un point de vue humain et c'est une hérésie d'un point de vue financier et économique. Nous, on n'intervient que pour des convaincus. Moi, j'arrête d'essayer de convaincre des gens qui sont pas convaincus. Ouais, c'est ça. C'est trop d'efforts à tirer quelque chose que tu veux pas implémenter. Les seuls sur lesquels je vais mettre de l'énergie pour convaincre. Et ça, c'est le projet de ma vie professionnelle juste d'après, dès que Wonjo aura fait des petits bébés partout. C'est que je vais aller faire de la politique et je veux que ça bouge tout là-haut. Je veux que ça bouge tout là-haut. Ça, c'est indispensable parce que tant que ça bougera pas tout là-haut, au niveau de nos politiques, il faut que ça ruisselle après. On est obligé de légiférer et de mettre de la contrainte. Pour certaines choses, faut être très clair. Et pour d'autres, il y a des énormes campagnes de communication. Il y a des grandes campagnes d'éducation populaire. Il y a des choses qui devraient être enseignées dès l'école dans la qualité des relations, dans la bienveillance, dans le respect de l'autorité, dans l'accueil de la diversité, dans l'autorisation à exprimer ses émotions. Tous les problèmes qu'on a des adultes qui sont au travail aujourd'hui, c'est des problèmes qui n'ont pas été, qui sont nés dans la prime enfance. Et dans cet environnement qui s'appelle l'éducation scolaire et familiale. C'est ça. Ouais, et donc je pense qu'il faut aller chercher, tu vois, aussi mettre en place assez loin et très tôt. Et très tôt. Mais il est pas trop tard pour toi ou pour moi. On est loin d'être parfait. On a encore plein de pètes au casque. Mais nous aussi, en fait, pourquoi on va pas chez le psy et pourquoi c'est pas remboursé le psy? Tu vois, ça je comprends pas. Bah en plus là tu vois tu emmènes sur un registre qu'on peut évoquer ensemble tous les deux, c'est que tu vois on est dans un pays, tu disais de Celtes, les Celtiques tout à l'heure, les Gaulois, et tu vois bien le rapport en France qu'on a au sujet du coaching. Tu vois, c'est le délire. C'est-à-dire que le coaching, ouais, ben non, j'ai pas besoin, c'est mal, pour qui tu me prends, un faible, gna gna gna. C'est ça que les Français, en général, quand tu parles du coaching, tu te prends que des trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'est là où encore il y a une histoire avec les mots et avec les représentations.
parce que c'est presque la honte. Enfin, c'est la honte d'aller Ah, voir un c'est psy. ça, c'est Les genre, ouais, coachs, bah non, j'ai pas besoin quoi en fait. ouais, Bah non, c'est mais ça. tout va bien quoi, j'ai Ouais, pas c'est ça. besoin. Et pourtant, tu vois, l'innovation dont Wunjo fait preuve, on a fabriqué une web application qui permet de faire des audits de QVT D'accord, de manière digitale. Donc, il y a une web app qui permet de faire de la mesure et d'avoir de la data, d'accord. de voir sur un écran de manière visuelle comment je vais, en fait, comment je vais Mmh. ici et maintenant. Donc, D'accord. c'est du digital, mais qui est accompagné par des humains. Et du coup, on fait de la psychologie. Du coup, on fait du développement personnel. Du coup, on fait du coaching. Mais ça emporte pas le nom, même si on n'a aucune honte à l'utiliser. On fait de Mmh. l'écoute salariale. Voilà. On vous permet d'aller évaluer votre propre sentiment de bien-être au travail. Mais ça revient au même. Et là, je Faudrait peux mettre te des dire, trucs comme ça, tu sais, en mode, genre anonyme et tout ça, pour que les salariés puissent appeler, ou ils puissent contacter ce service-là de manière anonyme. mais ça, oui, il y a plein de choses qui existent, ouais, déjà comme ça, qui permettent d'offrir des ressources et des dispositifs, en fait. Ce que je veux juste te dire, c'est que les gens, d'un côté, ils ont honte d'aller chez le psy et oh, les coachs, c'est des comment dire là, bref, Ouais, c'est des gourous, c'est un des peu gourous, voilà, décrié, c'est ça. sur l'efficacité qu'ils vont réellement t'apporter et cetera, Sauf que la vérité, Patrick, c'est que les gens, dès que tu leur donnes la possibilité de se rencontrer, de découvrir qui ils sont, de exactement. s'introspecter, ils Se connaître, adorent ça. exactement, c'est une révélation en général. Il y C'est, a ouais, aucune personne au monde qui nous intéresse plus que bah nous-mêmes. on a de toute façon, regarde, on recoupe au sujet de l'éducation, puisque régulièrement, souvent, moi je le martèle à qui veut bien l'entendre et très régulièrement, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est qui? Bah, c'est toi-même. C'est sur toi que tu dois investir. C'est sur toi que tu dois apprendre, tu dois être, tu vois, te payer des coachings, des trucs et tout ça. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est que je comprends pas on essaye toujours de chercher une externalité, tu vois ce que je veux dire? Une efficacité extérieure. Et en fait, le meilleur moteur de la bagnole, c'est qui? Beh, c'est toi en fait. Tu vois? Donc C'est c'est exactement ça. Et je crois profondément, tu vois, si j'avais un rêve, euh, je voudrais que toute personne, je vais parler au moins de la France, tous les Français et toutes les Françaises apprennent à prendre leur part de responsabilité dans leur vie, qu'ils arrêtent de déléguer le pouvoir à l'extérieur. Et quand je dis déléguer le pouvoir, c'est que je te donne le pouvoir et le droit d'influencer ma vie, mais aussi mmh mh. quand ça va pas bien, du coup, je te délègue la responsabilité, pour pas dire la culpabilité de ce qui se passe pour moi. Et là, il y a un vrai, vrai, vrai sujet. Pour moi, le paradigme qui doit opérer bientôt, là, d'un point de vue culturel dans notre société, si on veut survivre, c'est celui de sortir de posture de victime et de redevenir enfin acteur de notre propre vie. C'est ça, reprendre les clés, reprendre le volant quoi. Ouais, c'est ça, reprendre le chemin et avancer sur sa destinée, on est d'accord. Ouais, bah, ça de toute façon moi je suis un homme d'action, hein, je prêche que ça. Donc, d'ailleurs ici, ah, tu au bon endroit là. Je ne perds jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. L'échec n'est pas une option. Perdre n'est pas une option. Ce n'est que que soit on va gagner, soit on va apprendre. Mais Yes, moi yes. je connais pas d'autre option. Donc c'est un peu le sujet. Pour ce que la QVT dont on vient de parler là longuement, c'est quelque chose qui est rattaché, qui fait partie de la RSE ou c'est une discipline à part? Non, Non, c'est ouais, RSE? ça fait partie de la RSA. En fait, la RSA, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est proposer à une structure et mettre en place dans une structure un nouveau mode de gouvernance à destination de trois performances, d'une performance économique, d'une performance environnementale et d'une performance sociale. Et dans la performance sociale, ce que j'ai envie de dire, la modélisation de l'ISO 26000 et de la norme et des démarches RSE proposent, c'est que dans l'impact social, dans la performance sociale, dans l'utilité sociale, il y a l'utilité sociale pour l'extérieur de l'entreprise, comme par exemple embaucher des personnes de quartiers de ville prioritaires. Donc, Mmh. on va dire de l'impact sociétal dans le sens où c'est social à l'extérieur. Et il y a la dimension, l'impact social à l'intérieur de l'entreprise. Nous, chez Wunjo, on défend l'expression de l'internalité sociale. C'est-à-dire qu'en RSE, on parle beaucoup de limiter les externalités négatives. Nous, on va parler de maximiser les Ah internalités sociales. c'est mieux. C'est Voilà. mieux de fonctionner avec ce comme ça. Ouais, je suis Mais d'un d'accord. point de vue modélisation, effectivement, la QVT, ça fait partie de la RSA. Mais comme la QVT fait partie des politiques qualité d'une structure, le QHSE, il va piloter de l'ISO 26000, de l'ISO 9001 et de l'ISO 74000. Enfin, la QVT Ouais, est je aussi au comprends. service de la qualité. Ouais, tout ça est vachement enchevêtré et relié, ouais, tout à fait. C'est ça aussi qui fait que la QVT est si complexe à appréhender pour les dirigeants. C'est concilier performance économique et performance sociale.
Ok, bah c'est mon métier en tant que patron de faire ça. C'est que les gens ils soient bien et qu'ils. Ok, donc en fait je fais de la QVT. Oui. Ah, tu dis que c'est un sujet de CSE puisque c'est du dialogue social. Mais donc il y a le Ouais, CSE qui fait ça. Tu dis que c'est une démarche qualité, mais j'ai mon QHSE qui fait la qualité. Tu dis que c'est les ressources humaines et l'employabilité, ouais, mais j'ai mon service RH qui fait ça. formation et RH, tout ça. Ouais, Tu dis que c'est permettre aux gens de bien communiquer en interne, mais c'est ma responsable com qui fait ça. Quand je te dis la QVT, ouais, c'est. tu m'étonnes que ça soit complexe. Puis maintenant, on appelle ça la QVCT, s'il te plaît, Patrick. Voilà. C'était juste histoire de complexifier encore la chose. Alors, je peux pas m'empêcher de te proposer de t'emmener sur un sujet, parce que moi je suis un geek. Toi aussi, tu as été pionnière du digital et du web et tout ça. Je voudrais que tu me racontes comment tu perçois, comment tu reçois, est-ce que tu ouvres tes chakras par rapport à ça, sur l'IA, l'intelligence artificielle, par rapport à tous ces métiers des neurosciences, de la psychologie, de la qualité de vie au travail. Est-ce que l'IA il y a des choses à faire là-dedans, j'imagine. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, j'en suis persuadée. Moi, je suis tout sauf une anti-technologie. Par contre, je suis pour que la technologie soit au service de l'humain. Voilà, ça c'est très Oui, très ouais, simple. c'est Si mieux la- plutôt qu'elle nous destroy la tronche. ouais, oui, oui, voilà. Et bon, et le problème, c'est que la juste position, c'est reste un humain qui prend la décision. Et l'humain, il a quoi là comme intention derrière? Si c'est économiser des ressources humaines pour mettre que de l'IA à la place d'êtres humains faits de chair et de sang, parce qu'il a besoin de gagner plus de fric, mais ça lui pose pas de problème de mettre 25 familles sur le tapis, tu vois. Après, ça vient Ouais, ouais, chercher. c'est ça. C'est sur quel champ d'intervention tu utilises Pour l'IA. moi, la Voilà. techno, si elle limite la pénibilité du travail, mais allons-y, et que ça soit une pénibilité physique ou une pénibilité émotionnelle, bien sûr. Si elle peut nous permettre d'aller plus vite ou d'être plus puissant, d'être plus intelligent, d'être plus sensible, mais allons-y. Non, je pense à ça, moi, par rapport à ce que tu nous as raconté. Tu vois, je me dis, tu fais des applicatifs, des audits, de comment se sentent les gens, etc. Et donc, je me dis, waouh, là, l'IA peut être une sacrée aide à analyser, je sais pas, une physionomie, une caméra, un œil qui pétille pas, etc. On est dans des technologies que moi je maîtrise bien, qui sont donc le machine learning, les langages modèles. Donc, on donne énormément de data pour que l'intelligence se nourrisse et on pourra dire ce qu'on veut, mais sur des sujets bien précis, les capacités sont incroyables. C'est vraiment, et donc je me dis ça doit pouvoir être utilisé à bon escient pour maximiser, aider ou améliorer encore plus et plus vite la QVT en fait. Je Et suis pas que ce soit contre la QVT, au contraire, mais que ça Je vienne. suis complètement d'accord avec toi et là où je te déteste, c'est que avant que ce podcast démarre, j'étais dans mon ici et maintenant dans ma boîte dont je dois gérer la croissance et là je vais raccrocher le podcast en me disant qu'il faut que je monte des filiales et que j'intègre l'IA très rapidement. Oui, Voilà, mais il faut donc que je tu ne montes te un lab. remercie pas, Hein, non, Patrick. mais on va en parler, on va le faire ensemble. Il y a du lab à monter. Il faut que tu montes une filiale laboratoire, que tu ailles chercher d'ailleurs, encore une fois, ne laisse pas que les grosses boîtes américaines aller chercher nos crédits impôt recherche et crédits innovation. Je veux dire, fais-le toi aussi, quoi. Tu vois, donc il y a plein de choses à faire, hein, c'est clair. Yes, 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 Il y a plein de j'adore, choses à faire. Mais j'adore. En tout cas, oui, alors, pour répondre à ta question, oui, oui, l'IA va amener. On réfléchit à sans doute à partir de l'année prochaine, mais à intégrer de l'IA dans notre web app, effectivement. Et avec toujours ces warnings éthiques de à quel moment l'IA ne va pas aller trop loin et va pas c'est faire ça. des analyses de psycho de comptoir, tu vois. Enfin, Oui, ouais, voilà, c'est ça, c'est le sujet. Moi, en fait, tel que je t'en parle là de l'IA, c'est parce que moi, j'évolue dans des métiers que j'appelle fonctionnels, intellectuels, marketing, communication, beaucoup d'écriture, beaucoup de copywriting, ce genre de choses. Et donc, dans ces métiers-là fonctionnels, hein, la vente, etc., où il y a beaucoup d'oral et d'écriture, bon, en fait, l'IA, elle est d'une performance incroyable dans l'assistance, l'analyse, tu vois, lui donner des papiers, des documents, des oui, rapports, elle t'analyse les trucs, elle te sort les insights, c'est juste une folie. Enfin, moi, mes équipes, alors, je te parle même pas de mes équipes informatiques où là, en fait, ceux qui étaient bons, ils sont devenus stratosphériques, c'est-à-dire que les mecs, ils codent des trucs, c'est fou. Mais tous les métiers fonctionnels, ils ont été bouleversés, tu vois, je veux dire. bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je peux être un témoin vivant de ça, c'est que même moi, pour un média qui est ce qu'on est en train de faire là, le podcast, mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire que en mai 2022, quand j'ai lancé le podcast, un épisode de podcast, mais j'y bossais dessus 15 heures. 15 heures.
D'accord, parce qu'il fallait faire le montage, il fallait écouter. Bah, tu vois, l'interview, on est tellement bien avec toi qu'on est en train d'y passer 1 heure et demie, 2 heures. Tu quand moi je devais faire le montage, je devais écouter 3, 4, 5 fois 2 heures. Je me retrouvais à 10 heures de réécoute, et cetera. C'était un truc de folie. Aujourd'hui, avec le podcast, avec l'IA, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que je prends mon enregistrement, ma transcription, et cetera, je la balance à l'IA, elle me sort. Alors évidemment, il faut que je relise, il faut que je regarde, et cetera. Mais j'ai gagné des heures et des heures d'efficacité, de productivité. Ça me sort parfois des trucs que j'avais pas vus. Enfin, tu vois, Mmh, mmh. dans ce sens-là, dans ces Et oui, métiers intellectuels, c'est juste incroyable ce que tu fais vrai avec. appui, mais vrai appui. Non, mais C'est, ouais. donc Et ça, c'est pareil, voilà. pareil. Donc j'ai noté tout ce qui est étranger, les filiales et l'IA. On va se revoir, Patrick. Il faut qu'on rediscute. De toute façon, Je ne perds jamais est un écosystème. Hein, c'est pas que le podcast. Le podcast, c'est la première pierre du truc, mais c'est un écosystème des entrepreneurs. Et donc, il y a plein de choses à faire. Tu Avec vois, plein de talents. il y a Yes. plein de voilà, il y a une académie. Je réfléchis à pas mal de choses. Et donc, moi, ça y est, j'ai trouvé qui va venir intervenir sur tous les sujets de la QVT. Tu vois, Et tu comptes donc, sur moi. Yes. merci. Tu vois, Yes. ça c'est cool. Ce que je te propose, Emmanuel, c'est de nous orienter tout doucement vers ce que moi j'appelle les questions, les trois questions de la fin. On est ici, on vient de parler de beaucoup de mine de rien d'éducation. Hein, c'est quand même un sujet clé. Moi, j'aimerais savoir si tu as, toi, avec deux parents professeurs en plus, est-ce que tu as un livre, une culture comme ça du livre? Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu as un livre absolument incontournable, le livre que tu préfères de toute ta life, toute ta vie? Est-ce que tu as un truc comme ça? À chaque fois qu'on me pose la question, je fais la même réponse et chaque jour sur le terrain aussi. Quand D'accord. voilà les clients, les clientes, les bénéficiaires disent OK là, si balle au centre, comment je peux faire pour mais il y a un livre, c'est la Bible, c'est le livre qui devrait être obligatoire. D'accord. Du moment où on sait lire jusqu'à notre mort, on devrait le relire régulièrement et que ça devrait être un objet de conversation dans les équipes et dans les familles. C'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je C'est, l'ai lu ça. tu Waouh, l'as c'est lu. top. Ouais, ouais, je connais. C'est pour Euh, moi la base. Moi, je m'en sers d'ailleurs sur mes métiers de la vente, du commercial et tout ça. Je m'en sers Voilà. beaucoup. Voilà. Enfin, Ouais, pour moi, d'accord. Yes. c'est précieux. Ouais. Et tu fais bien de dire d'ailleurs que il faut le lire et le relire parce qu'on a tendance à, tu sais, à oublier les fameux accords, la position qu'il y a à avoir, etc. Donc tu fais bien de dire que une petite relecture Puis tu fait sais, beaucoup de bien. c'est comme la Bible, paraît-il, ou Le Petit Prince. C'est que en fonction de la disposition dans laquelle tu es, de l'âge, du cycle de vie, etc., tu vas Exact. pas mettre ton attention au même endroit. Et comme c'est des grands messages de philosophie de vie, Ouais, ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, je retiens. Ça va rejoindre la bibliographie de Je ne perds jamais que je suis en train de préparer. Mais t'imagines, j'ai 54 entrepreneurs qui sont venus, qui m'ont tous donné un livre. Donc, j'ai une bibliographie de 54 livres là trop bien. à sortir à la communauté des entrepreneurs. Donc, ça va être cool. Et donc, il va rejoindre. Écoute, on me l'avait pas encore Ok. donné celui-là. Ok. Donc, super, super, super. Alors maintenant, on va parler de ton rêve. Ah, c'est ça que je préfère. Allez. Je voudrais pouvoir l'exercer pour de vrai, ce vœu-là, mais Emmanuel, imagine que je te donne un chèque en blanc. Ça veut dire que tu as donc des moyens financiers absolument illimités, aucune limite. J'aimerais savoir ce que tu fais avec cet argent. Normalement, tu es censé faire l'impossible, puisque tu as tout l'argent que tu veux. Est-ce que tu as un rêve comme ça que tu arriverais à concrétiser? Est-ce que tu rachètes une boîte existante? Est-ce que tu en crées une autre? Qu'est-ce que tu ferais avec ça? C'est rien dans la matière. Il y a rien qui me vient qui est dans la matière. J'ai pas du tout envie d'acheter quelque chose. Ça me Ouais, parle le pas du côté tout. possession. Construire Ouais, tout ça, machin, non, ça me parle pas du tout. La première chose qui me vient, c'est, mais je sais même pas. En fait, pour moi, ça a même pas de prix, donc je sais pas si je vais répondre à ta question. Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le fait que, pour moi, ce qui va sauver l'humanité demain, c'est une prise de conscience. mhm. C'est d'allumer un truc à l'intérieur des gens. Et donc, si j'avais une baguette de magie, c'est pas tant des moyens financiers en fait qu'il faudrait. Ouais, c'est ça. C'est j'ai un peu l'image, tu sais, d'une bombe nucléaire qui explose et Comment allumer l'étincelle, et t'as ouais. l'onde en fait qui se répartit dans le monde entier. Et ça serait l'onde du bon sens. Ça serait l'onde de la bienveillance. Ça serait l'onde de l'humanité, de la prise de responsabilité, du comportement adulte dans le sens analyse transactionnelle du terme. Tu vois, arrêter d'être tout le temps en posture de victime, en posture de bourreau. Enfin, c'est d'être sage en fait. Tu vois, ce serait une onde de sagesse. Voilà.
Bah, avec ça, tu sais, avec des moyens illimités, est-ce qu'on y arriverait? Mais il faudrait monter, inventer une nouvelle forme d'éducation, d'école, d'académie, je ne sais pas moi. Effectivement, trouver le moyen, de faire en sorte que notre futur, bah, il soit, je dirais, mis sur des rails grâce C'est à, ça. l'éducation du Et départ, quoi. et l'éducation du départ, mais aussi l'éducation tout au long de notre vie. Ah bah, de toute façon, on sent jamais s'arrêter, hein, Ouais, c'est ça, mais quand tu regardes la réalité, c'est qu'un adulte aujourd'hui en France, il apprend plus, c'est bah, vrai. il va faire une formation réglementaire, pour se mettre à jour sur son BPCSS tous les 3 ans, tu vois? Enfin, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Et même quand on a fait comme toi, 2 bac+2, un bac+4 et 2 bac+5, mais il faut toujours apprendre, bien sûr, mais on faut être continue, modeste, vraiment. on continue à, on continue à apprendre. Ok, Emmanuel, dernière question avant qu'on se quitte. Et j'aurais pas envie, mais bon, voilà, il faut quand même. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu aurais envie comme ça que je reçoive sur ce podcast une personne, voilà, que tu voudrais à ta place, derrière le micro, derrière la caméra? Est-ce que c'est voilà, est-ce que tu as quelqu'un une ou deux personnes à me recommander que tu voudrais que j'interviewe? En gros, c'est la lettre au Père Noël, là. Ouais, c'est ça. Voilà, moi je vais prendre après ma petite, voilà, mon petit bâton de pèlerin et puis Mmh. je vais essayer j'y arriverai. De toute façon, C'est vrai? je suis tenace, donc je lâche rien. Donc voilà, j'y arriverai. Bah, franchement, si tu y arrives, même je viens jusque chez toi, je me mets avec toi. Et Écoute, ouais. Yes, entendre et voir cette personne aussi. C'est Catherine Vautrin. d'accord. C'est notre ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Bon, bah, je C'est vais je c'est vais les la personne contacter, aujourd'hui qui hein. a Allez, le je vais les contacter, on va voir, on sait jamais. ah là franchement si tu y arrives mais waouh, Yes, juste waouh. OK. Et ben, écoute, je vais remonter cette piste-là. Yes, et ben, J'aime super. j'aime ton ambition, c'est cool. Ah ouais, ouais, il y a pas de limite à l'ambition. Hein? Bah, écoute, génial. Merci, Patrick, Merci à toi et j'ai passé un excellent moment. tout J'espère que toi aussi. pareil. Ouais. On a appris, plein de choses. On a vu, cette dynamique que tu as, depuis, ton plus jeune âge. Tu es finalement quand même, hyper, engagé, dans l'action avec aujourd'hui un virage total sur, donc, le social, l'humain, et donc bravo, bravo, il en faudrait plus, des comme toi, je dirais. Donc merci pour ça. Écoute, on souhaite, belle et longue vie à Wunjo. Il y a toute ces satellites, cette Mmh. nébuleuse de petites entités Wunjo qui vont éclore, j'espère, partout en France, pour qu'on puisse délivrer. Et écoute, ton message et puis ta mission, qui me paraît indispensable, hein, pour améliorer, comme tu dis, même sauver, carrément, sauver voilà, notre société. Ah, le mot société. Ça me paraît un bon point de départ. En tout cas, Yes. bravo, bravo pour tout ce que tu fais. Merci d'être passé ici. Et puis, bah, comme je dis souvent, à bientôt sur le réseau. Tu sais que tous les invités qui viennent une fois sur Je ne perds jamais ont un accès à vie. Donc, tu peux revenir Trop cool. si tu veux. Si tu as des actualités, si tu as voilà, des choses à nous raconter, bah, écoute, tu me préviens. Et puis, on organisera hop, une autre interview, un autre épisode avec grand plaisir. C'est adorable. Merci pour ce moment super fluide et j'ai des TMS, des troubles musculo-squelettiques à cause de toi. Je vais faire un peu D'accord. ici parce que j'ai beaucoup trop souri pendant 2 heures. Eh ben, écoute, allez, merci à toi encore. À très bientôt. Et puis, écoute, longue vie. Ciao, Salut ciao. Patrick, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.